Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver ce matin encore. Votre matinale vous ouvre une fenêtre sur l'actualité, mais aussi sur des histoires qui inspirent et qui font réfléchir. Nous recevons ce matin l'honorable Ogbon qui viendra nous parler des préparatifs du parti Les Démocrates en perspective de la désignation du duo candidat. Quel est le duo candidat, évidemment, qui va représenter ce parti-là pour la prochaine présidentielle? Nous aurons sans doute des détails à ce sujet. Nous irons à la rencontre de Rufine Sonon, 15 ans seulement, et déjà porteuse de rêve d'un pays tout entier avec une médaille d'or historique aux Jeux africains scolaires. Vous suivrez un magnifique portrait de cette pépite. Nous reviendrons aussi sur une question sensible, les châtiments corporels à l'école, officiellement interdits depuis 1962. Mais qu'en est-il vraiment dans nos salles de classe aujourd'hui? Patrick Josso pousse les portes de l'école et sa curiosité aussi. Et puis, parce que la santé nous concerne tous, nous parlerons évidemment du sommeil, ce tiers de notre vie qui reste encore mystérieux. Bien dormir ou dormir assez, quelle est la différence? Enfin, gros plan sur l'éducation aux médias à l'heure où les influenceurs brouillent parfois la frontière entre opinion et publicité. On vous dira tout à ce sujet. Bienvenue si vous venez juste à l'instant de nous rejoindre. Bonjour le Bénin, tout de suite et maintenant le premier grand format de l'actualité sur Bénin TV, c'est bien sûr le bulletin d'information. Génial, bonjour. Bonjour Arman. À vous. Très heureuse de vous savoir au rendez-vous, Madame, Monsieur. Bonjour. On démarre ce bulletin par une note liée à l'engagement citoyen. Mobiliser la jeunesse autour des enjeux citoyens, c'est l'objectif de l'association Entre Jeunes. Elle a dit oui à la candidature de Romuald Wadagni. Romuald Wadagni qu'elle présente comme un pont entre deux générations. Victorine Bondé et Rodrigue Blondoumé pour les détails. La salle est comble et l'objectif double. Ces jeunes réunis à l'initiative de l'association Entre Jeunes veulent réfléchir à leur place dans la construction de la nation et partager leur perception de la candidature de Romuald Wadagni. L'objectif de ce projet est vraiment de promouvoir la jeunesse béninoise qui a besoin qu'on lui donne la parole. Et aujourd'hui, pour que nous puissions être entendus, il nous faut quelqu'un qui soit vraiment proche de nous. Donc, nous pensons que Romuald Wadagni est le candidat idéal pour la jeunesse et surtout pour le futur de la jeunesse béninoise. Ce qui fait de Romuald Wadagni un véritable pont entre l'expérience et la jeune génération, c'est sa capacité à conjuguer deux forces qui, trop souvent, semblent s'opposer. La sagesse acquise au fil des années d'expertise et l'énergie d'innovation qui caractérise la jeunesse. Cette rencontre est aussi l'occasion d'inviter les participants à s'inscrire massivement sur la liste électorale et à actualiser leur centre de vote. Nous avons tout à portée de main à partir de notre téléphone. Donc chacun, à partir de là où il est, la plateforme nous permet d'identifier et de déménager. Un moment d'échange citoyen qui illustre l'engagement croissant de la jeunesse dans la vie démocratique. En restant politique, le parti Union progressiste Le Renouveau accueille 2 nouveaux membres. D'abord à Agouagon avec l'adhésion du président de l'association locale de développement. Romaric Rondolo a fait sa déclaration d'adhésion en présence des membres militants et sympathisants du parti. Pierrette Adriossi. Par ses applaudissements nourris, la population d'Agouagon approuve le choix du président de leur association de développement. Expert comptable de formation, réputé dans son domaine, Derwenagnon Romaric Rondolo entre en politique sous la bannière de l'Union progressiste Le Renouveau. C'est un parti dont les idéaux correspondent à mes valeurs personnelles. Ce sont des valeurs d'union. C'est ensemble qu'on progresse. Comme le dirait l'autre, mon petit, bon vent, bonne chance et vive l'UPR Le Renouveau. C'est parce que je suis convaincu de ce que, si je dois passer la main à Agouagon ici, il est l'un des meilleurs capables de prendre la relève. Et je vous prie de l'accompagner et je vous prie
de nous accompagner. L'adhésion reçoit également l'approbation des militants de la 10e circonscription électorale. L'Union progressiste Le Renouveau attendait des personnes de votre carrure pour réfléchir sur le développement de notre pays et pour réfléchir également sur le développement de nos contrées. C'est un grand baobab qui est venu dans la maison des baobabs. Aujourd'hui, il n'y a plus de développement sans politique. C'est le politique qui dirige le développement, qui impulse le souffle au développement. Donc, c'est un très bon choix. C'est pour cela que j'invite les camarades du village d'Agouagon à aller comme un seul homme pour que tout Agouagon soit jaune. Un défi que le nouveau membre de Rwenagnon Romaric Hondolo entend relever aux côtés des aînés. Vague d'adhésion également du côté de Tio dans la 10e circonscription électorale. 15 nouveaux membres issus des 8 villages de l'arrondissement ont officiellement annoncé leur ralliement au parti UPR. Le reportage de Pierrette Adin aussi et Canel Kakpo nous édifie davantage à ce propos. Ils sont venus de tous les villages de l'arrondissement de Tio et de toute la communauté Peul de Glazoui. Ces nouveaux militants sont accueillis dans la grande famille du baobab auréolé d'arc-en-ciel. La liaison politique entre l'Union progressiste Le Renouveau et les nouveaux adhérents est désormais établie. Chers camarades, nous vous accueillons favorablement dans l'Union progressiste Le Renouveau, chacun dans son village et dans l'arrondissement de Tio. Et nous vous félicitons d'être vraiment le porte-flambeau de chacun de vos villages respectifs. À cette cérémonie d'adhésion, les responsables du parti ont saisi l'occasion pour sensibiliser les militants aux fondamentaux du code électoral en vigueur au Bénin afin de faire un choix objectif. On ne finira pas aujourd'hui de tout vous expliquer. Après ici, nos militants, nos braves militants vont passer de porte à porte pour vous expliquer davantage ce que vous devez faire très prochainement. Ce ralliement massif, jugé libre et motivé, vient renforcer le socle de compétences de l'Union progressiste Le Renouveau en cette veille des élections générales de 2026. Un quart de siècle d'engagement pour la planète. Eco-Bénin fête ses 25 années d'existence depuis sa création. Et bien, cette organisation composée de jeunes passionnés œuvre pour une harmonie entre l'homme et la planète. À la veille de la célébration des noces d'argent, une équipe de la rédaction s'est intéressée aux diverses prouesses de Eco-Bénin. Jérôme Mumbo. Protéger l'environnement tout en améliorant la vie des communautés. Cela fait 25 ans que cette association, Eco-Bénin, innove dans l'écotourisme, la conservation de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques et le renforcement du capital humain. Dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, Eco-Bénin a restauré 218 hectares de flancs de mangrove permettant de séquestrer chaque année plus de 30 000 tonnes de CO2. Avec la diffusion de plus de 22 000 foyers améliorés Wanrou, des milliers de familles réduisent leur consommation de bois et protègent ainsi les forêts. L'organisation a également accompagné 786 producteurs dans l'adoption de technologies et innovations d'adaptation pour une agriculture durable et résiliente. Dans les métiers de l'écotourisme et de l'entrepreneuriat vert, plus de 1600 personnes sont formées. Eco-Bénin a initié la création et la préservation de 9678 hectares de réserves naturelles à la Bouche du Roi et plus de 45 000 hectares au lac Aémé, deux écosystèmes fluvio-marins d'une richesse exceptionnelle. L'organisation œuvre aussi à la sauvegarde de 8000 hectares de mangroves, dont 500 hectares restaurés et 530 hectares sacralisés grâce à Vodou Zangbeto, démontrant ainsi la force du lien entre
tradition et conservation. À côté de la préservation de la nature, Eco-Bénin sait aussi investir dans l'homme. Et c'est à travers la création de 3 centres de formation dédiés au tourisme durable, à l'hôtellerie, à l'agroécologie et à la transformation agroalimentaire. À Akodera, dans la commune de Koumé, se situe la ferme Novignon. À Grand Popo, au sud-ouest, est implanté le centre Novignon. Et à Koussou-Kouengou, au nord-ouest du Bénin, se trouve le centre Obenko. Ces centres outillent la jeunesse et créent des opportunités locales. Véritable pionnier de l'écotourisme au Bénin, Eco-Bénin a accompagné la mise en place de 6 écovillages fonctionnels et la promotion de 34 circuits écotouristiques à travers le pays. Des initiatives qui ont permis de créer plus de 1500 emplois verts durables, générant une augmentation des revenus des communautés de 40 à 300%. Chaque année, plus de 2000 voyageurs choisissent de vivre une expérience authentique et respectueuse, contribuant à la valorisation du patrimoine culturel et naturel du Bénin. Depuis 25 ans, Eco-Bénin trace le chemin d'un développement harmonieux entre l'homme et la nature. Avec ses partenaires, ses bénéficiaires et ses communautés engagées, l'organisation continue d'écrire une histoire de résilience, d'innovation et d'espoir pour les générations présentes et futures. Elle entend aller plus loin, notamment renforcer la résilience des communautés face aux crises climatiques, étendre la restauration des écosystèmes, promouvoir un écotourisme plus responsable et durable. Eco-Bénin ambitionne aussi de former une nouvelle génération de leaders engagés, capables de porter la voix du Bénin sur les grands défis mondiaux. Cette organisation environnementale se projette vers un avenir où l'homme et la nature vivent en parfaite harmonie. Pendant ce temps, les préparatifs vont bon train pour la 43e conférence générale de l'UNESCO prévue pour se tenir fin octobre en Ouzbékistan. À Abomey, la Commission nationale béninoise s'est réunie pour peaufiner les détails liés à la participation du pays. Voici les images. Après la RDC, le Burkina Faso et bien d'autres pays africains, le Bénin respecte ainsi la tradition à travers cette Assemblée générale de sa Commission nationale pour l'UNESCO. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour. L'appropriation d'une nouvelle AOF de notre commission qui nous servira de bréviaire. La préparation active de la conférence générale de l'UNESCO qui se tiendra prochainement à Samarcande, en Ouzbékistan, et à laquelle notre pays prendra part avec conviction et engagement, et le renouvellement de nos instances. Le renouvellement des instances de la Commission constitue un moment décisif. Il ne s'agit pas seulement d'une exigence de gouvernance, mais aussi une vision d'avenir. Nous devons donc ouvrir la voie à des profils compétents, engagés et tournés vers l'innovation et la coopération internationale. Les travaux d'Abomey vont permettre au Bénin de participer sereinement à la prochaine conférence générale de l'UNESCO fin octobre. Nous avons pris part à une belle séance et nous remercions les autorités du ministère pour l'accompagnement de tous les jours. Et leur démarche également à permettre au Bénin de prendre part au Conseil des autres nations. La Commission nationale béninoise pour l'UNESCO est la structure qui sert d'interface entre le Bénin et l'organisme onusien. Plus de 20 pays réunis au Bénin pour penser la finance inclusive face aux défis climatiques et sécuritaires. La Semaine nationale de la microfinance a officiellement démarré, rassemblant autour d'un même enjeu acteurs publics, privés et partenaires techniques. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Victorine Bondé et François Zinsou. C'est la première de 4 journées d'échange autour de la finance inclusive en Afrique face aux défis climatiques et sécuritaires. La SUNAMIF,
Semaine nationale de la microfinance s'ouvre avec des participants venus de plus de 20 pays d'Afrique et d'ailleurs. Cette semaine poursuit 3 objectifs essentiels. Premièrement, créer un espace d'échange entre décideurs, institutions financières, acteurs privés, société civile. Deuxièmement, mutualiser les expériences et innovations pour relever les défis de l'inclusion financière. Troisièmement, tracer les orientations stratégiques qui permettront au secteur d'accélérer sa transformation dans un contexte mondial en mutation. Le Bénin et le Luxembourg partagent une vision commune d'une finance inclusive, conçue non seulement comme un moteur économique, mais aussi comme un levier puissant de résilience, d'innovation et de cohésion sociale. En tant que partenaire clé, le Luxembourg est résolument engagé aux côtés du Bénin pour transformer les défis climatiques et les enjeux de la résilience locale en opportunités de développement. À l'initiative de la SONAMIF, le Bénin, un pays qui se positionne aujourd'hui comme un véritable hub de la microfinance sur le continent. Grâce aux réformes initiées depuis 2016, notre pays est devenu un pionnier de l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest. Le microcrédit à l'AFIA, instrument phare de notre politique, a déjà bénéficié à plus de 1,5 million de femmes, contribuant directement et indirectement à la réduction de la pauvreté et à l'autonomisation économique des femmes. La microfinance béninoise n'est pas seulement un secteur financier. Elle est un moteur de l'économie de base. Cette édition 2025 de la SONAMIF est l'occasion pour les décideurs, les acteurs du secteur et les partenaires techniques et financiers de partager leurs expériences et de réfléchir aux solutions innovantes pour renforcer la résilience et l'accès aux services financiers. À Parakou, la fête de la Gani 2025 a tenu toutes ses promesses. Cérémonie traditionnelle puis élection de la Miss Gani Parakou 2025, une célébration culturelle portée par 3 personnalités politiques locales, Rachidi Badamassi, Charles Toko et Samou Seydou Adambi. Un show à Parakou en marge de la Gani 2025. Un spectacle dans la cité des Koboro pour élire la Miss Gani Parakou 2025. Il y a eu le vote du public qui a compté pour 25 points. Et la prestation de ce soir pour 75 points. À l'issue de ce processus, la Miss Gani Parakou 2025 et ses 2 dauphines sont connues. Miss Gani Parakou 2025, candidate numéro 3. Ce projet est porté avec passion et conviction grâce à l'accompagnement constant des leaders politiques qui nous accompagnent et à leur dévouement. Avec leur engagement et leur soutien, nous avons pu donner vie à cette première édition de Miss Koburu, dont l'ambition unique est valoriser la femme, célébrer la jeunesse et honorer nos traditions dans l'esprit de la Gani. Miss Gani Parakou, c'est une initiative parrainée par 3 acteurs politiques de la 8e circonscription électorale. Charles Toko, député à l'Assemblée nationale, Samou Seydou Adambi, ancien ministre, et Rachidi Badamassi, ministre conseiller. Il n'y a pas de vaincu, il n'y a pas de vainqueur. C'est la solidarité, la fraternité, l'union, la cohésion sociale, la paix. C'est la cité de Koburu qui est en réalité le vainqueur. Les gagnantes repartent avec des lots. Le public, quant à lui, a profité de la soirée avec des prestations d'artistes. De leur côté, les guépards U17 du Bénin, après leur faux pas face au Burkina Faso, s'apprêtent à défier le Nigeria dans une rencontre décisive ce 24 septembre. À l'approche de ce match, le sélectionneur Ibrahim Da Silva affirme être confiant. On le suit au micro de Edmond Hongbo et Fifam et Salomé Atalidji. On se prépare sereinement. C'est vrai qu'on a courbé les chines pour la première sortie. Donc, on a fait le maximum. 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 On a fait le maximum.
pour exister dans la compétition, il faut forcément faire un résultat. Donc, on se prépare pour pouvoir atteindre cet objectif. Ce sera une opportunité pour nous, en fait, de vivre dans la compétition. Je ne parlerai pas en termes de dernière chance. Ce sera une vraie opportunité pour nous, pour résister, pour pas qu'après on ait des regrets. Ça ne va pas être trop loin de ce qu'on a eu face au Burkina. Connaissant la manière de jouer au fait, des Nigérians dans cette catégorie, nous allons au fait, jouer sur nos vraies valeurs. Allez, on n'y déroge pas. Instant découverte des marchés ouverts au Bénin ce jour. C'est parti. Merci beaucoup à vous, Génial. On se retrouve demain. Toujours avec le même plaisir, vous le savez. Merci. Allez, vous passez une excellente journée du mercredi. Bonjour le Bénin. Tout de suite et maintenant, instant politique dans votre télé. Qui sont les visages qui vont affronter Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata à la prochaine élection présidentielle? Pour l'instant, c'est le seul duo candidat déclaré du côté du principal parti d'opposition, les démocrates. On attend toujours les figures politiques qui seront dégagées à mesure que les jours passent. L'impatience semble gagner l'opinion. Les débats politiques tournent autour de l'actualité électorale. Qui pour porter l'étendard du parti de Boni Yayi? Nous posons la question à Kolawole Djiman Ogbon. Il est député du parti Les Démocrates, élu de la 10e circonscription électorale. Bonjour et bienvenue sur Bonjour le Bénin. Bonjour monsieur le journaliste. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir sur la matinale de Bénin TV pour en savoir un peu plus sur votre parti politique, le parti Les Démocrates, je l'ai rappelé, principal parti d'opposition. Est-ce qu'on a déjà des noms, honorables Ogbon, les deux qui vont représenter le parti à la prochaine course présidentielle? Pour aller directement à votre question, non, on n'a pas encore les noms. Si on avait les noms, on les aurait déjà mis à la disposition du peuple, tout simplement. Peut-être que vous l'avez déjà, on va dire, dans un groupe restreint et vous ne l'avez pas encore porté au public. J'ai lu, comme tous les Béninois, sur la toile, à travers les presses écrites, j'ai vu des figures, tout ça, mais je vous dis, on n'a pas encore le duo. Donc, les gens travaillent d'arrache-pied, les cadres du parti, pour sortir ce duo. Pourquoi justement ce duo n'est pas encore disponible pour le moment? Qu'est-ce qui cloche? Je crois qu'il n'y a rien qui cloche. C'est tout simplement une question certainement d'agenda, de timing, c'est tout. Est-ce qu'on a une date en perspective, peut-être à laquelle on aura le duo candidat? Je ne peux pas vous donner une date, mais ce qui est sûr, en octobre, tout le monde va déposer chacun son dossier. Et donc, les démocrates vont déposer leur dossier. Vous attendez le dernier moment? Je ne peux pas dire qu'on attend le dernier moment. Je crois que les autres cadres du parti qui sont beaucoup plus proches du président sont à même de répondre à cette question. De toute façon, les démocrates s'activent. Il n'y a pas péril, il n'y a pas de problème. Le duo va sortir d'ici là et puis les gens verront ça. Vous savez, les démocrates sont droits dans leur botte et nous sommes un grand parti. C'est pourquoi on s'appelle le parti du peuple. Donc vous comprenez que nous n'avons pas beaucoup de marge, de manœuvre. Donc on tient compte de tout ça pour ne pas décevoir tout simplement le peuple, parce que le peuple attend beaucoup de nous. Est-ce qu'il y a des critères qui ont été établis à l'interne pour désigner un profil type qui pourra porter l'étendard du parti? Cette question m'a été déjà posée quelque part. J'ai répondu tout simplement parce que c'est ça nos directives. Nous sommes le parti les démocrates, donc il faut qu'on voit vraiment le plus démocrate parmi nous pour nous représenter. C'est-à-dire qu'il y a des moins démocrates parmi vous? Quand on dit, vous savez, les hommes ne sont pas les mêmes. On peut être démocrate, il y a toujours la personne de chacun qui transparaît dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, tout simplement. Y a-t-il un profil rassembleur qui se dégage? Mais c'est ce que j'essaie de vous dire. Lorsque vous êtes un bon démocrate, vous êtes forcément un rassembleur. C'est ça.
Éric Ondité, Noureno Atchadé, c'est de bons présidentiables, tout cela. Vous savez, au Parti des démocrates, tout militant peut être candidat. Hein? Tout militant peut être candidat. Et la loi prévoit que si vous voulez, vous pouvez sortir du parti si c'est consensuel. Qui a la main sur la désignation? Je ne peux pas dire que c'est une personne qui a la main sur la désignation. C'est plutôt un collège. Donc, il va y avoir des commissions. Vous savez, nous sommes en train d'aller vers les élections générales. Donc, il va y avoir des commissions pour s'occuper de telle ou telle autre élection. Et bien sûr, le président lui-même a un droit de regard sur ces commissions. C'est de façon collégiale. Et je suis sûr que le président a un trop grand droit de regard, finalement, à ce qu'il paraît. Un trop grand de regard, je ne sais pas exactement ce que vous mettez dedans. Sinon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il va y avoir des commissions. À partir du moment où il y a des commissions, il faut permettre à la commission de travailler. Vous comprenez que le président, il ne peut pas être à lui seul la commission. Est-ce que vous avez été pris de coup par la désignation du duo candidat de la majorité présidentielle rendue publique? Pas du tout. C'est leur agenda à eux. La mouvance a son agenda et notre parti politique a le sien, tout simplement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être maintenant dans la réaction plutôt que d'avoir peut-être été dans l'action? Pourquoi? En venant après. En venant après? Non, en désignant le candidat après que la majorité a désigné son candidat. Maintenant, l'opinion est concentrée, focus sur le duo candidat de la majorité. Ça aurait pu être vous si vous l'avez fait en premier. Oui, on n'a pas choisi de faire ça plus tôt, tout simplement. On n'est pas pris du coup. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une question de timing. Nous, on ne se préoccupe pas du candidat de la mouvance, puisque nous ne sommes pas de la mouvance. Si la mouvance se préoccupe de notre candidat, on leur concède ça. Mais pour nous, le ministre Wadaï, c'est le candidat de la mouvance. Oui. On ne fait pas le débat pour l'instant parce qu'on n'a pas encore sorti notre duo, vous comprenez. Il faut deux choses pour comparer. Nous irons aux élections et nous allons faire les campagnes et chacun va se défendre devant le peuple béninois, c'est tout. Que pensez-vous de cette candidature de la majorité? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne souhaiterais pas faire le débat en ce moment parce que... Bon, pas un débat, je vous dis, un avis. Un avis, mais c'est leur choix. Objectif. C'est leur choix. De toute façon, je crois qu'il est à même de répondre de tout ce qu'il y a eu au cours du système parce que c'est un ministre de la République. Donc, il est comptable de métier et comptable aussi de... Financier, disons financier. D'accord. Il est comptable financier, vous voulez dire? Et financier. C'est plus vaste. La finance est plus étendue que la comptabilité. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il est financier, mais je vais dire... je vais faire un jeu de mots en parlant de comptable de métier. D'accord. Je vais dire qu'il est comptable aussi de la situation. Donc, il est à même de répondre du système dit de la rupture, tout simplement. Donc, moi, je crois que c'est le candidat qui peut répondre au mieux de toute la situation de la rupture. Donc, ça va. Romeo Wadayi, est-ce que c'est un nom qui fait peur dans l'opposition? Pourquoi? Il ne fait pas peur. Pas du tout. Il ne fait pas peur. C'est un candidat, comme beaucoup d'autres candidats. Nous, on va sortir notre candidat et puis le jeu va se jouer sur le terrain, comme je vous ai dit tantôt. Il ne fait pas peur, pas du tout. D'accord. Alors, s'il y a un jeu qui se joue aussi actuellement, c'est celui lié à la question du quitus fiscal. On a vu le parti, les démocrates, évidemment, houspecter contre un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des avancées? Il y a eu des avancées, très honnêtement. Et je profite de votre plateau pour remercier tout simplement le directeur général des élections. En fait, on n'était pas obligé de le remercier, mais dans ma tradition, on dit, même quand quelqu'un fait son devoir, il faut le remercier. Sinon, c'est un devoir, en fait. Il a juste fait son devoir parce que ce que nous avons reproché à la plateforme, c'est tout simplement obliger les candidats
à dire l'élection à laquelle ils désirent participer. Pour nous, ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas obligatoire. Et il a compris, ils ont sauté donc cette exigence, c'est tant mieux. Le directeur général des impôts avait expliqué que c'était justement dans la logique de la priorité du traitement des dossiers. Pour quelqu'un qui souhaite aller aux législatives, son dossier est prioritaire par rapport peut-être à quelqu'un d'autre qui souhaite se présenter pour une autre élection. C'était, a-t-il expliqué, la logique derrière cette, on va dire, cette brèche qu'il a laissée ouverte dans le système. Oui, en effet, il a expliqué, comme vous le dites, sauf que pour nous, cette raison-là n'est pas suffisante pour nous faire cette exigence-là. Et heureusement, il a compris. Il fallait tout simplement ouvrir la plage ou la plateforme, tout simplement, plus tôt. C'est si simple que ça. Puisque on est dans la période, nous savons que nous allons aux élections. En plus, c'est les élections. Même là, en sautant le verrou, je me demande, j'espère qu'ils vont tenir dans le temps. Parce que c'est les élections générales. Et donc, ça se passe pratiquement au même moment. Vous voyez, les communales, mais les communales, ce n'est pas un seul candidat comme les législatives. Les législatives sont là, pardon, je veux dire comme les présidentielles. Les législatives sont là, qui viennent s'ajouter. Ça fait beaucoup. Il fallait juste ouvrir plus tôt la plateforme pour se donner le temps de traiter ça. Au lieu de nous faire cette exigence, nous on a compris ça autrement. De toute façon, pour nous... Justement, qu'est-ce qui vous a fait comprendre ça autrement? La bonne foi du DGI aurait pu faire foi, non? Oui, mais... Ou aurait pu prévaloir. Oui, la bonne foi, mais c'est que la bonne foi est tombée de toute façon. Puisque on s'est tous rendu compte que c'était pas... Pour nous, ça cache autre chose. Il nous a dit que ça ne cache rien. On lui concède ça. L'essentiel pour nous, c'est que ça soit levé, et c'est levé. La théorie du complot, est-ce que ça n'égratigne pas lorsqu'on enfourche un peu trop? Non, mais pourquoi? Vous savez, c'est la rupture même, ou tout simplement l'administration qui nous pousse à ce genre de réaction-là. Regardez, hier, j'ai été obligé d'appeler un maire. Parce qu'il n'y a pas que le quitus fiscal, hein. J'ai été obligé d'appeler un maire et je voudrais remercier le maire au passage qui a répondu favorablement. Vous imaginez, il y a des arrondissements où les délégués n'ont pas la main pour délivrer les attestations de résidence, alors qu'on en a besoin. Et donc, j'ai appelé le maire de cette commune-là et qui m'a dit, dites à vos gens de passer nous voir ce matin, nous allons décanter ça. C'est un dysfonctionnement, en fait, au niveau de l'administration. Et ça, ce n'est pas le fait du Parti des démocrates, c'est l'administration publique qui doit voir ça. Ça fait plusieurs retours favorables que vous avez quand même. Le DGI qui a accédé à vos requêtes, un maire ou un élu local qui accède également à vos requêtes. Finalement, personne ne vous veut du mal. Tout le monde veut que vous participez aux élections. C'est facile de dire ça. C'est une conclusion factuelle. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais c'est facile de dire ça. On aurait pu éviter tout ça. On aurait pu éviter tout ça. Regardez, par exemple, au niveau du ministère de la Justice. Lorsque vous allez, parce que parmi les pièces, il n'y a pas que le quitus fiscal, il n'y a pas que le certificat de résidence. Je rappelle que pour avoir le certificat de résidence, il faut avoir d'abord l'attestation de résidence. Lorsque vous prenez, par exemple, la question de certificat de nationalité, et qu'on demande à quelqu'un d'aller chercher les actes de naissance sécurisés de ses parents, qui pour la plupart sont morts il y a je ne sais plus combien d'années. Comment vous voulez enrôler un mort pour lui délivrer un certificat un acte de naissance sécurisé? Parce que vous savez qu'il faut avoir été enrôlé pour avoir le certificat pour avoir l'acte de naissance sécurisé. Mais heureusement, là aussi, ça a été levé. Sauf que le message n'a pas bien circulé. Donc, il y a des tribunaux qui continuent de demander l'acte de naissance sécurisé des parents. Alors, il faut bien que le message passe pour que ça aussi soit levé. Puisqu'on a pu joindre le ministre de la Justice qui a dit ça a été levé. Mais je veux dire tout simplement qu'on aurait pu nous éviter tout ça. Parce que ça fait des jours que nous perdons. Vous savez, tous les militants, lorsqu'ils décident d'avoir ces pièces-là, mais il y en a qui n'ont pas le réflexe de remonter ça aux responsables politiques afin que nous on puisse faire le débat. Peut-être qu'il y a d'autres choses encore, on ne sait pas. Donc, l'administration, moi j'invite l'administration à voir de plus près, à faciliter la chose. Si ça ne crée aucun problème en facilitant, il vaut mieux. Pensez-vous que vous êtes les seuls à être victimes de cet état de choses?
les candidats ou les potentiels candidats de la majorité également, ou certains potentiels candidats de la majorité aussi se plaignent de certains, partagent certaines de vos plaintes. Mais ils n'ont qu'à le dire, c'est tout simple. La loi est dure pour tout le monde. Non, mais je dis, s'il y a des militants des autres partis qui sont dans la même situation, ils n'ont qu'à le dire. S'ils veulent, ils n'ont qu'à nous porter l'information. Nous, on va faire savoir ça à qui de droit, tout simplement. Donc, je ne peux pas dire que nous sommes les seuls, c'est-à-dire la seule formation politique qui a ce problème-là. Il leur revient, les autres formations politiques, de porter l'information à la connaissance des responsables, tout simplement, s'ils sont dans la même situation que nous. Mais voilà ce que nous vivons. Alors, honorable Kola Walid Djiman Ogbon, on a vu dans l'actualité des partis, donc en perspective des élections à venir, des partis politiques signés des accords de gouvernance ou des coalitions parlementaires. Le dernier en date, on l'a vu entre la FCBE et les principales formations de la majorité, notamment l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. On se rend compte que les démocrates se retrouvent orphelins d'accords. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous manifesté le désir ou c'est juste une position, une posture assumée? Orphelin, je ne sais pas exactement pourquoi vous dites ça. Vous n'avez pas manifesté le désir de faire des accords de coalition ou qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous savez, les questions d'accords de gouvernance, ce n'est pas forcément une formation politique qui va vers une autre. C'est vice-versa. Mais c'est vice-versa, ça doit aller dans les deux sens. J'aurais souhaité, par exemple, que vous me parliez plutôt d'une formation politique qui a cherché à avoir un accord de gouvernance avec le Parti Les Démocrates et que le Parti Les Démocrates a dit son opposition. J'aurais souhaité plutôt avoir ça. Vous savez, nous sommes en politique, hein, les calculs politiciens, nous on n'est pas trop dans ça. Il faut voir. Lorsque vous décidez de rentrer en relation avec quelqu'un, vous donnez des objectifs. Quels sont les objectifs? Quels sont les objectifs que vous voulez avoir? Parce que vous savez, l'accord de gouvernance dont on parle, il faut d'abord et avant tout, avoir 10% sur le plan national. Je vous laisse comprendre le reste. Non, je ne... Expliquez votre position aux téléspectateurs. Ce n'est pas moi qu'il faut convaincre, ce sont les téléspectateurs. Non, mais ce n'est pas trop compliqué. Vous savez, le peuple comprend bien. Hein? Si vous le dites. Mais bien sûr que oui, le peuple, il n'est pas dupe. Donc, les formations politiques que nous avons en face aujourd'hui, qui sont celles-là qui sont à même d'avoir 10% sur le plan national. Êtes-vous en train de dire qu'elles sont trop légères pour avoir les 10%? C'est vous qui parlez... Et que les démocrates sont suffisamment forts à eux seuls pour les avoir? Non, c'est vous qui parlez de légèreté. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais je veux qu'on constate ensemble qu'il n'y a pas... il n'y a pratiquement pas de formation politique. Vous vous incluez dedans? Écoutez, nous sommes sereins. D'accord. Donc, vous, ça va, mais les autres... Pas du tout, c'est pas sûr. Mais vous comprenez que nous, on ne peut pas faire accord de gouvernance ou coalition tout simplement avec UP. C'est pas possible. Ou UPR. BR non plus. Pourquoi? Parce qu'elles sont de la majorité? Mais nous ne sommes pas de la même obédience. Mais pas du tout. Il y a la FCBE qui se réclame de l'opposition qui a quand même pactisé avec les partis de la majorité. Comment est-ce que vous avez reçu cette information ou vous avez vécu cette actualité? Douloureusement? Non, on ne s'est pas préoccupé de ça. Mais je veux simplement qu'on constate ensemble qu'un parti qui se dit de l'opposition et qui se décide de se rallier avec les partis de la mouvance, nous, on n'est pas dans cette dynamique, tout simplement. Nous sommes un parti de l'opposition et on reste un parti de l'opposition, tout simplement. Donc, un parti de l'opposition. Mais imaginez-vous que les démocrates décident de signer un accord de gouvernance avec UP et BR. Vous imaginez, c'est quoi ça, cette relation? On ne peut pas se permettre ça. Les FCBE sont dans leur calcul et c'est eux qui ça engage. Ça n'engage pas les autres partis de l'opposition. Nous sommes partis de l'opposition et nous restons partis de l'opposition. Que devient le cadre de concertation alors des forces de l'opposition? Ça existe toujours? Le cadre existe. Il y a un parti qui, semble-t-il, a quand même claqué la porte.
notamment MPL de Expérience Tébé. Exactement. La FCBE qui va pactiser avec la majorité présidentielle. Vous estimez qu'ils ne font pas vraiment partie de l'opposition si on s'en tient à vos mots. Finalement, qui est-ce qui reste ou quelles sont les formations qui restent dans ce cadre de concertation? Les démocrates et le JSR? La FCBE n'était pas dans le cadre de concertation. Je n'ai pas dit exactement ce que vous avez dit. Peut-être vous avez deviné, mais je n'ai pas dit. Juste une conclusion naturelle de vos propos. Non, je crois qu'il ne faut pas conclure. Il faut juste dire ce que j'ai dit. Les FCBE se disent donc les partis de l'opposition et se retrouvent avec les partis de la mouvance. Bon, c'est bien ce que j'ai dit et je reste là-dessus. TB est parti, c'est son choix. Vous savez, aujourd'hui, pour nous, l'opposition, c'est carrément le peuple. Hein. Ça va même au-delà du parti les démocrates. Donc, si quelqu'un ne se retrouve plus dans l'opposition ou dans le cadre de concertation, vous savez, nous sommes en démocratie. Il est libre de partir. Il est venu de lui-même. On ne lui a pas fait la cour. Il est venu. Donc, s'il a envie de partir, il a décidé. Ce n'était pas à notre goût, mais c'est son choix. Et il a opéré ce choix-là. Est-ce que finalement, les partis ou le parti Les Démocrates n'est-il pas en train de faire cavalier seul dans une mare faite de crocodiles, de reptiles et d'animaux venimeux de tout genre? Oh non, je crois que si vous connaissez bien la situation politique au Bénin, si vous rentrez dans la population, non, pas du tout. Nous sommes un grand parti. C'est d'ailleurs pourquoi nous restons sereins. Nous sommes un grand parti. Que TB parte, que MPL parte. Pour vous, c'est un épiphénomène? Mais écoutez, je dis que l'opposition aujourd'hui, c'est le peuple béninois. L'opposition aujourd'hui, ça va au-delà, je viens de vous le dire, ça va au-delà de... J'ai l'impression que ce que vous êtes en train de dire, je me permets de tirer des conclusions de ce qu'on peut comprendre de ce que vous dites. Vous dites subtilement, l'opposition, c'est le parti Les Démocrates qui, dit-il, est le parti du peuple. C'est ce que vous dites? Mais c'est le parti du peuple, non, c'est quand même le parti du peuple. Donc toutes les autres formations qui se réclament de l'opposition, en réalité, au fond, ne le sont pas. Et il leur revient de venir le dire. Il leur revient de venir le dire tout simplement. La seule profession suffit? De ma part à moi? La seule profession, enfin, le dire simplement, est-ce que ça suffit? Mais on peut le constater. On peut le constater, tout simplement. Quels sont les griefs que vous avez contre les autres partis qui se réclament de l'opposition? Non, mais peut-être c'est ces partis-là qui ont des griefs vis-à-vis du parti les démocrates. Parce que vous savez, le cadre a été mis en place et ça a été revendiqué par le parti les démocrates. Parce que nous avons estimé qu'il fallait se mettre ensemble. Ces partis-là qui se réclament de l'opposition. Maintenant, à un moment donné, si les gens n'ont pas trouvé leur compte, j'imagine, ils sont libres de partir. On n'est pas confinés. Les démocrates iront donc seuls à toutes les élections. Si d'autres partis veulent se joindre à nous, si on s'entend, si nous voyons la même chose, il n'y a pas de problème. On reste totalement ouvert. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ensemble, vous serez davantage plus fort au sein de l'opposition pour concurrencer une majorité qui se présente assez vorace quand même? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut justement aller courtiser d'autres partis de l'opposition pour vous renforcer davantage afin de faire un vrai grand bloc qui fait face à la majorité plutôt que d'aller de façon très émiettée au sein de l'opposition? Vous pouvez me citer ces partis-là avec qui il faut aller? On vient de les citer, le MPL, le JSR, la FCBE. Mais le MPL a décidé de partir. Vous pouvez trouver un terrain d'entente, un consensus, non? Mais après qu'il soit parti? En politique, tout est possible. Ça n'est pas faux. Ouais, tout est possible. Mais écoutez, enfin, moi, c'est moi que ça engage. Ça n'engage pas le parti. J'estime que c'est en toute conscience que MPL est parti. Donc, si MPL décide de se rallier à la mouvance, comme la FCBE vient de faire, c'est son choix. La FCBE se réclame toujours de l'opposition. Oui, mais ça pose un problème. Lorsque vous êtes de l'opposition, quel est cet accord de gouvernance que vous signez avec la mouvance? Quand on parle de mouvance et opposition, il me semble que c'est deux idéologies, deux positions diamétralement opposées. Mais lorsque les deux se mettent ensemble, dites-moi, c'est qui le chef de file? Si je veux nommer les gens, est-ce que c'est M. Onkwe qui est là-bas le chef de file?
ou c'est, je ne sais pas moi, ou c'est la mouvance. Et la mouvance, c'est qui? Toute la question est là. Je ne veux pas qualifier ce genre d'accord de gouvernance-là. Je les laisse deviner eux-mêmes. Parce que lorsque vous mettez plus et moins, si je peux me permettre de dire comme ça, quand vous mettez plus et moins, qu'est-ce qui domine? C'est moins qui domine? C'est plus qui l'emporte? Moi, j'en sais rien. Vous trouvez que c'est un accord incestueux? Ben, je suis tenté de dire ça, comme vous sortez ça le vous mot. dérange, ça vous égratigne? Mais ça ne nous dérange pas. Mais si eux, ça ne les dérange pas, c'est leur problème. D'accord. Alors, ils ont décidé de se mettre ensemble. Mais je constate, comme vous, comme tout le peuple béninois, que c'est l'opposition et la mouvance qui se sont mis ensemble. Maintenant, pour donner quel cocktail? Ils nous le diront peut-être. D'accord. Alors, honorable Kola Oligdima, bon, avant de mettre un terme à cet entretien, à ces échanges, est-ce que vous pouvez nous donner l'agenda du Parti Les Démocrates? En perspective de le duo, vous voulez dire? Du duo candidat, quand est-ce qu'on pourra savoir, quand est-ce qu'aura lieu l'investiture? On sait que du côté de la majorité présidentielle, l'investiture du duo candidat aura lieu le 4 octobre prochain du côté de Paracou, justement. Est-ce qu'on peut avoir un agenda de votre côté aussi, pour pouvoir situer un peu l'opinion? Non, je crois que ce qu'il faut simplement savoir, c'est que il y a un agenda que le gouvernement nous a, à travers donc la Sénat et autres. La Direction générale des élections. Voilà, la Direction générale des élections, le Conseil électoral et tout ça, qui nous ont déjà donné un agenda. Nous sommes tenus de rester dans cet agenda. Donc, du 10 au 14, la boucle va être bouclée, la chose va se faire. D'accord. C'est ce que je peux dire. On ne peut pas, en aucun cas, dépasser ce délai. On reste donc dans l'expectative. Bien sûr. Ça ne va pas, puisque, bon, il n'y a plus grand-chose. Hein. En fait, c'est que la boucle est bouclée? Au fond, est-ce que la boucle est bouclée? La boucle n'est pas bouclée. C'est pourquoi le duo n'est pas sorti. Donc, les tractations sont toujours en cours. Exactement, c'est ça. Mais qu'est-ce qui bloque finalement? Mais c'est ce que j'essaie de vous dire. Vous savez, le parti, nous réclamons le parti du peuple. Quand vous êtes un parti du peuple, ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis, nous sommes un parti d'opposition. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ambitions qui s'entremêlent et s'entrechoquent? Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. À un moment il y a donné, des ambitions. Le président Boniaï, il peut trancher, non? C'est le président du parti. Mais il peut trancher, et ceci avec les commissions dont je vous ai parlé tantôt. D'accord. Donc ça va se faire incessamment. Je comprends l'impatience des gens, surtout que de l'autre côté, la tête est déjà sortie, que les gens attendent ici, c'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs pourquoi on essaie d'aller vite aussi. Hein. On essaie d'aller vite. On veut éviter au maximum la situation. On veut, en fait, les situations désastreuses. On veut avoir un candidat vraiment acceptable et accepté par la grande majorité, par le peuple béninois tout simplement. Honorable Kola Oligdima Ogbon, merci d'être passé sur Bonjour le Bénin. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Vous passez une excellente journée. Merci à vous aussi. Bonjour le Bénin va se poursuivre avec, dans les minutes, les heures à suivre, santé. Avec Yasmine Damata, on parlera de sommeil. On fera portrait de Rufine Sonon, jeune athlète qui est en train de devenir la pépite du Bénin aux 800 mètres. Nous serons également avec Patrick Dossou, avec lui on parle de la fameuse circulaire 100. De quoi s'agit-il? Restez avec nous. Coup de pause, on revient juste derrière. Bonjour le Bénin, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. Nous passons près d'un tiers de notre vie à dormir. Et pourtant, le sommeil reste l'un des grands mystères de notre santé. Dormir trop peu ou mal dormir, quelle est la vraie différence? Comment savoir si notre nuit a été vraiment réparatrice? Et surtout, pourquoi nos besoins de sommeil changent-ils avec le temps? Ce matin, on lève le voile sur ce compagnon indispensable de notre quotidien. Qu'est le sommeil? Yasmine, bonjour. Rodrigue Edmond Amégan, bonjour. Comment allez-vous? La pleine forme toujours parce que j'ai passé une bonne nuit, j'ai pu dormir. Vous avez bien dormi? Oui. C'est pas si le... C'est bon? J'ai fait 6 heures. 6 heures, c'est déjà pas mal. Paraît-il que... Mais vous êtes sûr que c'est déjà pas mal, c'est le métier qui va nous dire. Si c'est toujours la norme, 6 heures ou 8 heures, qu'est-ce qu'il faut réellement respecter? Il nous dira sur ce plateau, surtout quand il s'agit des enfants, parce que là, la rentrée a démarré. Les enfants qui sont déjà au CM2, les enfants qui sont en 3e ont ce problème, et il faudrait qu'on puisse voir avec notre médecin quel est le temps de sommeil il faut réellement pour nos apprenants. Fidèles téléspectateurs de Bonjour le Bénin, je vous dis bonjour. Bonjour également à ces charmantes mamans qui sont déjà calées pour apprendre un peu plus sur
les heures de réveil des enfants, les heures de coucher également des enfants. Eh bien, on a dit que le sommeil est réparateur. Il est la clé de notre bien-être, la clé pour notre cerveau, pour que notre cerveau puisse se développer. Et sur ce plateau, j'ai un médecin pédiatre. Il est chef service santé maternelle et infantile. Exactement. Avec vous, Dr Romuald Aïtchéou-Boton, nous allons voir le temps de sommeil des apprenants. Dites-nous déjà en quoi le sommeil est capital pour nous tous. Bonjour Yasmine, bonjour Rodrigue. D'entrée de jeu, on va dire les choses de façon simple. Moi, j'aime pas les choses trop compliquées. Tel que vous êtes là, je vous promets tout que d'ici 3 jours, ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne parce que si vous ne dormiez pas, vous auriez eu des problèmes. Pendant le sommeil, l'organisme en fait prend le temps de se régénérer, de se refabriquer, de reproduire des nouvelles cellules pendant qu'on dort, de mettre en place tout le mécanisme que nous allons utiliser le lendemain. Donc le sommeil en fait c'est en quelque sorte la partie pendant laquelle nous permettons de régénérer l'organisme pour pouvoir être beaucoup plus actif le lendemain. D'accord. Et le sommeil dure environ 4 phases. Sur 4 phases, il y a une phase lente, une deuxième phase lente, une phase profonde. Et c'est pendant cette phase profonde que l'organisme en fait met tout en place, met en place également le système immunitaire. Et ensuite, la phase paradoxale pendant laquelle elle traite les informations de la veille. D'accord. Traite, elle range, elle met tout dans les tiroirs. Et donc, c'est vraiment le grenier, quoi. Il range tout, il positionne tout, il dit, bon, mais là, maintenant, tu es prêt. Et après la phase paradoxale, on se réveille, on dit, OK, on est prêt pour affronter une nouvelle journée. Et donc, s'il n'y a pas ce traitement d'information, s'il n'y a pas cette régénérescence des cellules, s'il n'y a pas ce regain du système immunitaire, je vous promets tout que si on vous empêche de dormir au bout d'un certain temps, vous allez commencer par tomber souvent malade. Vous allez commencer par vieillir un peu plus vite. On devient des zombies en quelque sorte. Voilà, et vous allez commencer par voir en fait que comme vous n'avez pas traité les informations et rangé les informations, vous allez commencer par oublier un peu plus vite. Voilà, et donc c'est le sommeil en fait qui nous permet à nous tous de bien vivre en fait. C'est la partie pendant laquelle nous sommes ce que nous sommes. Est-ce qu'il existe une durée? Parce que tout à l'heure, entre Rodrigue et moi, on était en train d'échanger, on se disait 6 heures, 8 heures de sommeil. Est-ce qu'il y a une durée exacte, surtout quand il s'agit des enfants, exacte pour le temps de sommeil? Alors, je vais vous sortir un nouveau concept. Tout le monde se rue sur la durée du sommeil. Oui. C'est tellement intéressant. Ça m'amuse quand je vois les gens parler de la durée. Oui, c'est vrai, il y a des durées. Par exemple, chez les enfants, à partir de l'âge de 3 ans, c'est 10 à 13 heures. À partir de l'âge de 6 ans, c'est environ 8 à 10 heures. Et puis, un peu plus chez les grands, les adolescents, c'est 7 à 9 heures. Mais le plus important, ce n'est pas la durée. La qualité du sommeil. Pas seulement la qualité. C'est les 4 étapes. C'est l'endormissement. Si vous vous couchez après minuit, c'est inutile. Ah oui? Ouais. Ah, là, je pense qu'il y a un temps jus inutile. Oui, c'est ça. C'est ce concept justement que je veux vous sortir. C'est l'endormissement. Le moment de l'endormissement. Alors, le sommeil est régulé par un truc qu'on appelle la mélatonine. Oui. Qui est également, nous sommes des humains et les humains sont régulés par ce qu'on appelle des hormones. Il y a une très jolie hormone qu'on appelle la mélatonine et qui est couplée avec le cortisol. Et le soir, il commence par baisser. Pendant qu'on est en éveil? Pendant qu'on est en éveil, en fait, la mélatonine, pendant la journée, elle est basse. D'accord. Et pendant la nuit, elle commence par grimper. Et le cortisol lui fait l'effet contraire. Pendant la journée, il est élevé. Et la nuit, lui commence, en fait, les deux se croisent. D'accord. Vous voyez? C'est comme le soleil et la lune, en fait. Exactement. Et donc, du coup, la mélatonine, pendant qu'elle monte, elle arrive à son pic entre 2h et 3h du matin. Et donc, quand elle arrive à ce pic-là, c'est en ce moment on est dans le sommeil profond. Et je vous ai dit tout à l'heure que le sommeil profond, en fait, c'est lui qui permet de pouvoir réparer. Et donc, du coup, si vous dormez après minuit, du coup, vous perturbez, en fait, votre production de mélatonine. Donc, du coup, vous n'avez pas un sommeil profond, puisque vous allez faire la première phase, ensuite de faire la deuxième phase, et vous ferez la troisième phase après le pic de la mélatonine. Et donc, ça ne servira plus à rien. Donc, 4 heures, 5 heures, c'est ça? Voilà, vers 2h, 3h du matin. Et donc, vous pouvez avoir un bon temps de sommeil
c'est-à-dire 7h à 9h, comme on l'a dit, de façon idéale, mais avoir un très mauvais sommeil. Donc, le plus important n'est pas de dormir 7 à 9 heures, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais le plus important, c'est de dormir avant minuit. Alors, et pour ces personnes, je me permets de poser cette question, pour ces personnes qui sont amenées à travailler la nuit, il y a des gens qui travaillent qui font des gardes de 23h à 8h. C'est à 8h, ils descendent, ils se reposent la journée. Et c'est là leur quotidien. Est-ce que ces personnes-là vont mourir vite ou comme nous, ne les dorment médecins. pas? Voilà. Comme nous les médecins, en fait, l'organisme, quand elle se rend compte que tu prends une habitude sur le long terme, elle se réadapte. Et pendant cette phase-là, elle essaie de régler la production. Mais le gros problème, c'est que si ce n'est pas dans une certaine routine, vous risquez de perturber l'organisme. Quand vous prenez une habitude, il faut que vous la gardez dans une certaine routine, de sorte que l'organisme se dise « Ah, attention, à tel moment, il fait ceci. » Donc, du coup, si par exemple, les gardes, c'est tous les 2 jours, il dit « Ok, tous les 2 jours, je dois peut-être produire les hormones de telle façon. » C'est tout un mécanisme. Hein. Je dis souvent, le créateur de l'organisme, c'est un génie. C'est le plus grand génie du monde parce que avoir mis en place tout ce mécanisme pour pouvoir réparer, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir moduler, pour pouvoir ainsi de suite, c'est tout un mécanisme qui se met en place. Et donc, du coup, il faut que ce soit routinier. C'est pour ça, par exemple, par rapport aux enfants, je dis souvent, créer des routines. Si vous créez la routine, vous permettez en fait aux hormones de pouvoir s'adapter à ces routines. Mais si vous ne créez pas la routine, en fait, à chaque fois, les hormones sont en train de se dire, qu'est-ce qu'il va encore faire aujourd'hui ? Vous voyez, par exemple, vous faites l'émission de 7h à 9h. Imaginez, par exemple, qu'aujourd'hui, vous faites de 7 à 9h, puis après, demain, vous faites de 9h à 10h. Après, demain, vous faites de midi à 14h. À un moment, vous allez dire, dites-moi, Madame la directrice, à quel moment vous voulez que je fasse mon émission ? Donc, parce que ça va vous perturber. Vous êtes obligé de vous réadapter à chaque fois. Vous revenez ce matin, on dit non. C'est à 15h votre émission. Je dis, mais je me suis préparé de 7h à 9h. Donc, c'est la même chose. Pour l'organisme également. Et pour les personnes qui... Et si on suivait ce petit élément, parce qu'il y a des enfants qui ont donné leur avis sur leur temps de sommeil, à quelle heure ils dorment, à quelle heure ils se réveillent, pour qu'on puisse voir avec eux déjà comment corriger cet état de choses. D'accord. On y va. Je suis un élève en classe de 4e, je dors 3 heures, en 3 heures du temps. Moi, je suis en classe de 3e. Je dors au moins pendant 2 heures de temps pour me réveiller, pour rafraîchir ma mémoire, pour bien apprendre les cours. Je m'appelle Aquaron Larissa. Je suis en classe de 3e M9 à Soyewipo. Bon, à la maison, on fait les prières à 0h, donc je me couche à 0h et je me lève à 5h. Dans la journée, dans l'après-midi, je me couche à 14h. Pendant les vacances et je me lève à 15h. Je m'appelle Sonny Otavia, je suis en classe de 4e au Soyewipo. Alors tu dors combien de temps dans une journée? Parfois, les soirs, je dors vers 23h comme ça. Je me réveille à 6h. Et pendant la journée, je ne dors pas. Parce que je pense que si je dors la journée, je commence pas à avoir les maux de tête. C'est pour ça que je ne dors pas pendant la journée. Je m'appelle Asila Marion Rebecca. Pour se réveiller tôt, on se couche déjà à 20h. Et si on réveille vite, on révise les cours. À midi, on se repose. Si on quitte à l'école à 13h, on se repose jusqu'à 14h, on part. Maman peut te réveiller à 5h et tu vas réviser tes cours. Et vite, tu vas aller à l'école à 6h. La nuit, souvent je dors à 2h si j'apprends et je réveille à 4h pour réviser un peu les cours. Je pense que c'est bon parce que maman dit un élève dort trop, ça rabaisse sur ses intelligences mentales. Et elle manque d'intelligence. À l'école, si le prof fait cours et l'habitude de coucher tôt les après-midi, elle aura l'habitude de dormir en salle. Les parents disent de vite me coucher, mais elle dit que j'ai beaucoup d'exercices à faire. Alors je ne peux pas laisser l'exercice pour aller me coucher. Ah, on a tout entendu. Oui, hein. On a eu tous les cas des parents spécialistes
Des enfants qui autoproclament leur durée de sommeil. On a tout vu dans cet élément. Yasmine. Justement, docteur Bouton, vous avez vu tous ces avis. C'est des enfants qui donnent leur point de vue. Ils disent c'est à telle heure, ils dorment. Également, les parents accompagnent. Mais cette fille qui trouve que parce qu'elle a des exercices, elle doit dormir à 2 heures du matin et se réveiller à 4 heures. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement réglementer le temps de sommeil de ces enfants? En fait, ça me fait tellement sourire. Je me rends compte que nous avons beaucoup de travail dans le pays. Et oui, nous avons beaucoup de travail parce qu'en fait, il faut savoir quand faire les exercices et quand pouvoir dormir. Si vous faites les exercices jusqu'à 2 heures du matin, ça veut dire en fait que vous n'avez pas créé d'abord, 1, la routine, 2, créer l'heure à laquelle vous êtes en mesure de faire l'exercice. Ça veut dire que pendant l'heure où vous devez faire l'exercice, vous êtes en train de faire autre chose. Oui. Soit vous amuser ou soit en train de glaner. Et donc, si vous ne créez pas ça, et dans l'élément qui est passé tout à l'heure, elle a confondu une chose. Les gens confondent souvent l'intelligence et la mémoire. L'intelligence est complètement différente de la mémoire. Le premier de la classe n'est pas forcément intelligent. Je dis bien, le premier de la classe n'est pas forcément intelligent. Il a juste une bonne mémoire. Il faut que ce soit clair dans la tête des parents. Et donc, l'intelligence, c'est la capacité de pouvoir s'adapter à une situation nouvelle. Et la mémoire, c'est la capacité de pouvoir retenir et de pouvoir rendre. Donc, le premier de la classe, s'il a une bonne note, c'est parce qu'il a celui qui a retenu le plus le cours. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est capable de pouvoir s'adapter. Et pour la petite histoire, les premiers de la classe ne finissent pas souvent riches. Ils sont souvent parmi les plus pauvres. Ah oui. Parce que les autres qui sont dans la classe moyenne, ben, ils y vont. Et pour la petite histoire, nous qui allons beaucoup à l'école, on n'est pas souvent riches. Parce que justement, on est toujours en train de réfléchir on est toujours en train de réfléchir avant de pouvoir investir. Alors que l'autre, il prend des risques et puis il avance. Donc, quand cela ne tienne, il faudrait que les gens comprennent que si tu n'as pas un temps de sommeil réparateur, ben, du coup, tu ne seras pas capable d'avoir une bonne mémoire. Parce que c'est pendant cette phase-là que le cerveau, qui est quand même le magasin de la mémoire, c'est pendant cette phase-là, en fait, qu'il se dit, OK, je me pose, je régénère tout, j'amène de nouvelles cellules qui sont capables de pouvoir emmagasiner encore demain. Et c'est pendant ce temps-là que le cerveau, comme on l'a dit tout à l'heure, range les informations de la veille. Donc, ça veut dire, vous risquez, en fait, d'être un élève. Vous allez prendre toutes les informations, vous avez toutes les leçons, vous mettez, vous les mélangez, tac, 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 tac. Et quand on va vous poser une question, vous allez répondre autrement. Et donc, vous aurez l'impression, en fait, que c'est parce que vous ne maîtrisez pas le coup, alors que c'est parce que vous n'avez pas permis à l'organisme de pouvoir ranger les choses dans chaque tiroir. Alors, combien de temps les enfants doivent réellement rester devant leur cahier et autres, et à quelle heure? Dès que l'enfant revient de l'école, petit repos de peut-être 15 minutes, il fait ses exercices, il va manger ou bien il fait ses trucs de maison, il fait ses exercices. Maximum à 22h30, un enfant doit être couché. Alors, il y a des personnes qui, naturellement, ont du mal à trouver le sommeil. Au-delà d'une heure, 2 heures, parfois même voire 3 heures du matin, naturellement, ils ont l'insomnie. Est-ce que ces personnes sont malades? Alors, je vais vous dire quelque chose. Le naturellement que vous devez dire, ce n'est pas vrai. D'accord. Naturellement, en fait, à cause de ce qu'on appelle l'habitude de vie. Si vous avez une habitude de vie de merde, excusez-moi du mot, pas saine, pas du tout saine, du coup, vous perturbez la mélatonine et le cortisol. Le cortisol, lui, c'est lui qui nous permet de nous maintenir et la mélatonine qui nous permet de pouvoir dormir. Vous voyez? Et donc, du coup, si vous êtes souvent stressé, vous êtes souvent angoissé, vous êtes toujours en train de courir à gauche et à droite, vous n'avez pas une sorte de... Et ça, si vous allez, par exemple, chez les Japonais, et j'aime bien cette culture-là, parce que c'est les gens, ils ont ce qu'on appelle les 5 S. Si, par exemple, même dans votre bureau, si le bureau n'est pas bien rangé, l'espace où vous dormez n'est pas bien aéré, la chambre n'est pas ceci, tout est mélangé, vous allez voir, vous aurez une mauvaise qualité de sommeil. Parce que, en fait, tout est mélangé, en fait. Donc, du coup, le cerveau a du mal à pouvoir récupérer derrière. Il faut faire ce qu'on appelle le feng shui. Voilà. Il faut faire ce qu'on appelle la règle, ranger, standardiser. Voilà. Tout doit être vraiment de sorte, en fait, que vous rentrez dans une sorte de routine et que vous puissiez, en fait, éclaircir le cerveau pour qu'il puisse vous permettre d'avoir un sommeil générateur. Merci beaucoup, docteur Romien Daïtchéou-Bouton. Je précise que vous êtes médecin pédiatre des armées et chef service santé maternelle et infantile. Fidèles téléspectateurs, vous avez compris également ce qu'a dit le médecin. Le sommeil est réparateur et pour réellement avoir une bonne santé, une bonne hygiène de vie,
Respectez les heures de sommeil. Dormez tôt pour mieux dormir et bien vous réveiller. Pas seulement les heures de sommeil, surtout le moment de l'endormissement. C'est ça. Voilà. Le moment de l'endormissement. Le moment de l'endormissement. Mais docteur, malheureusement, si les apprenants sont parfois amenés à dormir tard, c'est parce qu'ils ont peut-être et sans doute beaucoup d'exercices à rendre le lendemain, puisque s'ils ne rendent pas ces exercices, ils sont forcément exposés aux punitions. Aux punitions. La punition qui peut être le châtiment ou toute autre chose. Et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui, le châtiment corporel à l'école, pour ou contre? Alors, je vais vous donner une chose. Vous voulez que je donne vraiment mon avis? Votre avis? Alors, mon avis est la chose suivante. On punit, mais on n'humilie pas. D'accord. Il y a une différence entre punir et humilier. La punition peut aller jusqu'au châtiment, selon vous? Même quand vous voulez faire du châtiment corporel, même quand vous voulez frapper, il faut frapper dans la dignité. D'accord. Pour la petite histoire, Rodrigue. Oui. J'espère que l'histoire ne va pas être longue. Elle ne va pas être longue. Pour la petite histoire, nos aïeux ne frappaient pas en public. C'est des gens qui sont arrivés de quelque part, dont je vais taire le nom ici sur le plateau, qui sont venus nous apprendre comment on frappe les gens en public pour pouvoir en fait nous dominer. Oui. Donc quand je frappe un autre, je permets à l'autre de dire, comme j'ai frappé l'autre, tu sais que tu dois rester tranquille. Et vous allez voir, c'est rentrer dans la population, les gens ont l'impression que c'est frapper en public qui fait partie de notre culture. J'ai dit, mais depuis quand le peuple du sud du Ratanga, je ne veux pas dire, du sud du Ratanga est devenu tellement con et qu'ils ont copié la culture qu'on est venu nous imposer pour dire que c'est notre culture. Donc, si vous voulez frapper un enfant, frappez-le dans la dignité. C'est-à-dire, si par exemple, vous, Rodrigue, vous êtes mon jeune frère, elle est plus jeune que nous, si je veux vous frapper, je ne vous frappe pas devant elle. Je vous amène à l'écart, je vous dis pourquoi je vais vous frapper, je vous explique le pourquoi je vais vous frapper, et ensuite je vous dis combien de coups je vais vous donner. Et si bien que vous comprenez en fait, parce que vous comprenez dans votre tête le pourquoi l'action de frapper. D'accord, on va approfondir. Vous êtes en train d'approfondir le sujet. Il y a quand même un psychologue clinicien que nous avons convié, Patrick Diosso en l'occurrence, a convié à la réflexion. C'est dans Événement à la une. Beaucoup d'entre nous se souviennent encore de la règle de la chicotte brandie en classe. Pendant longtemps, la discipline à l'école rimait avec coups et humiliation. Pourtant, depuis 1962, une circulaire au Bénin avait déjà osé dire non. La fameuse circulaire 100, un test visionnaire qui interdisait les châtiments corporels. Un interdit réaffirmé en 1981, mais que la loi de 2003 a laissé dans l'ombre. Aujourd'hui, qu'en est-il dans nos écoles? La mesure est-elle réellement respectée? Patrick Diosso pousse sa curiosité. Pat, bonjour. Oui, bonjour Herman, Rodrigue Amégan. Très heureux de te retrouver en pleine forme et de retrouver tes invités et Yasmine. Tout le monde en pleine forme, on a l'impression que tout le monde a bien dormi. J'espère que vous aussi, vous avez bien dormi, vous avez le sourire large qui déborde jusqu'à la mâchoire. Oui. J'ai dormi, j'ai fait 1 heure de sommeil, pas bien dormi. Mais il a fait 1 heure de sommeil. Oui. 1 heure de sommeil. Il n'a pas eu son sommeil réparateur. On fait comme si le docteur n'a rien entendu. Parce que là, si on doit décortiquer tout ça, on est dans les extrêmes. On risque de renvoyer à la maison dormir. Oui, mais j'ai dormi. Ce n'est pas la durée. Le docteur a dit que ce n'est pas dans la durée. Que c'est la capacité de pouvoir se régénérer après. Il est scientifiquement prouvé que la mémoire ne va pas se régénérer en 1 heure. Non, c'est pas possible, Patrick. Enfin, mais... Vous êtes en train de perturber votre taux de mélatonine. Alors, Patrick. Oui, mais je me suis mis de la dopamine dans la pensée. Patrick, on s'intéresse au châtiment corporel, à la circulaire 100. Oui, la circulaire 100. Et tu l'as déjà rappelé. C'est déjà en 1962 qu'il y a eu cette circulaire. Donc, circulaire 100, ce n'est pas simplement le Bénin, c'est le Dahomey avant le Bénin. Et en 2015, il y a eu le code ou la loi sur les droits de l'enfant. En 2018, on est revenu pour encore mettre l'accent sur ce qu'il faut pour pouvoir gérer les enfants en famille. Et après la législation, nous avons encore du pain sur la planche, il paraît. On a un psychologue ici qui va nous démentir ou confirmer ce que nous avons dit. Est-ce que la circulaire 100
actuellement, s'il faut faire le bilan en tant que psychologue, est-ce que ça marche dans les écoles et puis dans les familles, les foyers? Je sais que vous n'avez pas fait le tour de toutes les familles, mais les écoles, vous avez fait le tour de certaines écoles. Bon, d'abord, bonjour et salut téléspectateurs, téléspectatrices. Juste pour dire, oui, c'est une réalité. Dans les établissements, c'est-à-dire ça existe. C'est même affiché dans certaines classes. Certains, pour ne pas dire la plupart des chefs d'établissement, ont connaissance de cela. Maintenant, le problème, comme d'ailleurs dans beaucoup de cas, c'est que ça existe, mais il ne suffit pas d'exister. Il faut être appliqué. Il faut que des mesures accompagnent. Oui. Donc oui, vous l'aviez bien dit, l'interdiction du châtiment corporel en milieu scolaire existe au Bénin, non, existe depuis le Dahomey. Donc depuis 1962, en plus ça a été amplifié en 81, je crois. Oui. 81. Et puis voilà, le code de l'enfant qui est venu mettre l'accent dessus. Et le code pénal en 2018. Le code pénal qui est venu encore renforcer davantage tout ça. Oui. Mais souffrez qu'on dise, ça continue. Ça continue. Surtout dans les maisons, dans les familles. Alors, Monsieur André Alirono, je dis, vous êtes psychologue, vous êtes expert en éducation, en pédologie, non, c'est pas la pédologie. En pédagogie. En pédagogie. C'est le mot que je cherchais. En pédagogie et en andragogie. Donc, vous êtes dans tout ce qui est éducation. Et s'il faut définir le mot punition corporelle et châtiment corporel, quelle est la différence? Dites-nous, c'est quoi le châtiment corporel? Bon, en termes, comme on le dit, simple, c'est une action, c'est un acte qu'on pose, qu'on inflige à un enfant dans le but de lui infliger, si je me permets cette éthologie, de lui infliger une douleur physique d'abord, mais aussi psychologique. D'accord. Et cela en réponse à ce qu'on va appeler, j'insiste dessus, je mets ça entre guillemets, ce qu'on va appeler un comportement indésirable de la part de l'enfant. Oui. Alors, nous avons posé la question à certains enfants, nous leur avons demandé, parce que dans le système éducatif, il y a les trois acteurs, il y a enfants, enseignants et parents. Nous avons interrogé des enfants et des enseignants. Il y a un enseignant qui s'est prêté au jeu. Il y a quelques enfants qui ont pu répondre est-ce qu'ils sont d'accord pour le châtiment corporel ou pas. On va les suivre dans cet élément. Combien on dit oui? Je ne châtie pas ici. Si tu ne récites pas ta leçon, on peut te dire de te mettre à genoux. Quand on ne tape pas là, les enfants n'arrivent pas à bien travailler. Le châtiment corporel, ça éduque l'enfant d'une part, ça l'aide dans la discipline. Dans la discipline, ça discipline l'enfant. Mais en même temps, c'est aussi néfaste sur l'enfant. Ça a des conséquences. Il y a des moyens, genre apprendre pour que l'enfant travaille en dehors du châtiment corporel. Par exemple, les punitions. C'est interdit, mais on a cherché d'autres alternatives pouvant aider les enfants. Lorsque l'enfant est en infraction, on le prive temporairement, par exemple à la récréation. Lorsque ses camarades sortent, on peut le retenir 5 minutes en classe pour le punir en quelque sorte. Ou bien on donne des punitions écrites. Lorsque tu as raté quelque chose, une réponse en leçon, on te dit d'écrire un nombre de fois cette leçon-là. Moi, mon homme a vu dans ma classe ce que je pratique, je suis en train de voir que ça apporte ses fruits. On écarte les yeux sur les enfants, mais tu peux gronder sur l'enfant même sans pouvoir lever la main sur lui, sans pouvoir le chicoter. Tu le grondes, tu pries sur lui et tu le cajoles un peu, bon, ça peut t'aller. Oui. Alors voilà, certains enfants ont été contre le châtiment corporel, d'autres enfants ont dit oui, sans châtiment, on ne peut pas, sans châtiment corporel, on ne peut pas suivre l'enseignement donné. Et le professeur, l'enseignant est venu dire qu'il faut vraiment qu'il y ait des alternatives, il a trouvé des solutions. Mais vous, quel est l'objectif de la circulaire 100, s'il faut revenir à cette circulaire depuis 1962?
Qu'est-ce que vous pensez de cette circulaire? De ce que j'ai lu, effectivement, je comprends, je tire la conclusion et je comprends que, en fait, la circulaire était venue pour établir la protection, le droit à la protection de l'enfant. Oui. Il faut protéger l'enfant et permettre à l'enfant, d'une certaine manière, de se valoriser, d'acquérir une certaine responsabilité suivant son âge mental, suivant son âge de développement. Et donc, il faut protéger l'enfant et trouver des astuces, je peux dire ça comme ça, des astuces pour passer l'information à l'enfant et pour que l'enfant puisse comprendre le message qu'on lui donne. Et donc, il ne s'agit pas de venir conditionner un enfant parce que, vous voyez, souvent, ce que moi je dis, c'est lorsque vous passez à la violence physique, parce que quelle que soit la forme que vous allez utiliser, que ce soit des petites tapes, comme on va le dire, des petites tapes, que ce soit tirail de cheveux, des oreilles, tout ce que vous voulez dire, ça va faire de la violence. Oui. Et c'est vrai que le pas entre la violence et l'humiliation, comme le disait le docteur tout à l'heure, n'est pas très grand. Mais ici, la circulaire est venue pour dire, trouvons d'autres manières de passer l'information. Parce que vous voyez, nous sommes dans le cadre de l'éducation. Oui. On n'est pas en train de dresser un animal. On est en train d'éduquer un être humain. Oui. Alors, quel est le résultat que vous voulez avoir si vous conditionnez l'enfant, comme dans l'élément l'enfant qui dit, si on ne me tape pas, je ne vais pas être discipliné. Je dis souvent aux gens, est-ce la chicotte qui discipline ou la responsabilité, la décision que l'enfant prend? La prise de conscience. Est-ce que cette prise de conscience est faite parce qu'on m'a tapé? Et est-ce dans ce cas, l'enfant, il exprime sa responsabilité, son autonomie, ou bien il fait parce que Patrick me tapera? D'accord. Est-ce que c'est la peur du gendarme qui fait respecter la loi? Évidemment. Évidemment. C'est la conscientisation, évidemment. c'est la responsabilité. J'ai tout à l'heure, en donnant la définition, j'ai dit, j'insiste sur, on dit, l'enfant aurait commis un acte indésirable. Pourquoi aurait commis? Parce que, non, ce n'est pas aurait qui est écrit dans la définition. Parce que quand on dit commis, un enfant à qui on dit non et qu'il reprend 3 fois, à un moment donné, le parent est tenté de lui faire une petite tape pour lui dire non, ça ne se fait pas. Ou un enfant qui va à chaque fois faire les mêmes erreurs, on lui dit non et on est tenté de mettre, on se dit c'est le bâton. On est tenté de lui arranger le portrait. Le portrait. Pourquoi les fait sur moi? Pourquoi vous n'insistez pas? On n'essaie pas de comprendre pourquoi il insiste. Parce que selon l'âge de l'enfant, sa curiosité, que vous le vouliez ou non, pour découvrir encore et encore le monde, il va être curieux. Maintenant, quand vous commencez par mettre des bâtons dessus, vous coupez son élan à la curiosité. On ne pose pas de questions. Mais est-ce que là, on n'est pas en train de former des enfants rois, des enfants qui vont devenir capricieux, très qui... Pas du tout. Non. Je pense que ce mot, on l'utilise à tort et à travers pour justifier notre incapacité, notre impatience adulte. Mais vous permettez, il faut qu'on ait un exemple. Que je puisse, alors, un exemple palpable. Moi, je vous donne un exemple palpable. Et ce qu'il vient de dire, c'est tellement vrai. C'est-à-dire, lorsque vous voulez lui dire non, si vous criez, sur le plan psychologique, dès que vous criez, le cerveau se ferme pour se protéger. Donc, si vous criez, l'enfant n'entend plus ce que vous dites. Et ça, même je le dis souvent, même aux professeurs à la fac. Je leur dis, mais dès que tu commences par crier sur moi à l'hôpital, mais moi je te regarde. En fait, je n'entends plus rien. Donc tu déblites, et je suis là, je te regarde. Oui, professeur. Exactement, professeur. Mais je n'entends plus rien. Et quand tu finis de crier, j'ouvre mon cerveau. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que tu as dit de la tête aux pieds, je n'ai rien entendu. Et donc, c'est la manière dont vous dites le non. Si vous lui demandez le pourquoi il a dit, et c'est ça justement, les parents n'ont pas la patience de demander pourquoi est-ce que tu as fait ceci. L'enfant va t'expliquer le pourquoi, parce qu'il a quelque chose dans la tête. Et il a assez bien dit, nous tuons l'intelligence de nos enfants. Moi, je travaille pour la génération à venir, parce qu'on tue. Moi, je vous promets tout que moi, je suis arrivé à Lyon, j'avais du mal à travailler parce que j'avais peur qu'on me crie dessus, ou bien qu'on me gronde. Qu'on fasse mal. Parce que c'est dans cette éducation que je suis resté. Et du coup, lorsque le professeur m'appelle, il me dit, mais
mon commandant, lâchez-vous, faites des erreurs, je rattrape. Dès qu'il a dit ça, je suis devenu très bon. Et c'est la même chose qu'on fait avec nos enfants. On tue l'enfant tous les jours. On tue et après ça, on veut le développement derrière. Mais comment vous voulez le développement avec des ânes? C'est pas possible. Mais alors, docteur Bouton, quand on voit dans d'autres civilisations, et j'interpelle aussi le psychologue clinicien sur la question, quand on voit dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures, des enfants devenus irrespectueux, devenus insolents à la limite, arrogants, ils donnent des coups à leurs parents. qui manquent de respect il grandit dans quel environnement? Il grandit dans un environnement où justement on ne lui a pas régulièrement arrangé le portrait. Non. Dans un environnement où les gens font... En fait, l'enfant, c'est une copie. J'ai l'habitude de dire, moi, en tant que pédiatre, un âne ne fait pas des chevaux. Un lion ne fait pas des ânes. Si vous voyez un enfant qui passe son temps à être irrespectueux, à être dans l'opposition, ça veut dire que dans son milieu, il y a des gens qui sont agressifs. Donc, il recopie l'agressivité. Bon, je laisse le psychologue continuer. Non, effectivement, je pense que c'est deux choses totalement différentes. Ici, il faudrait que les parents, les adultes apprennent à vivre leur vie sans s'initier, sans occuper la place de l'enfant, de leur enfant. Laissez votre enfant se développer selon son rythme. Et cela veut dire qu'il faut apprendre à connaître l'enfant, apprendre à vous connaître, aller à l'école de votre enfant. Vous voyez ce qu'on dit, surtout dans les écoles, la circulaire. Qu'est-ce qui amène les enseignants à taper? Quand vous êtes dans une salle de classe, vous allez au rythme de quel élève? Vous allez au rythme de l'enfant, comme on le dit, le plus brillant. Celui qui sait retenir, qui est tout sur vous, ou bien vous allez au rythme de l'enfant le moyen. D'accord. Et est-ce que vous adaptez? Parce que l'enseignant n'est pas là, j'ai envie de dire, pour dresser un esclave. Il est là pour éduquer, non, pour enseigner. L'éducation, ça va être encore autre chose et ça commence à la maison. Mais il est là pour faire passer un message. Si l'enfant connaissait, l'enfant ne serait pas dans ta classe. Non. Donc, quand tu viens enseigner, et que tu vas au rythme de l'enfant le plus rapide de ta classe, excusez-moi, ils ne sont pas tous dotés de la même manière. Ils ne vivent pas dans le même environnement. Le plus lent, il sera à la traîne. Et vous tuez encore en lui la volonté de pouvoir rattraper les autres parce qu'il n'y a aucune tentation faite à lui, il n'y a que des comparaisons. Tes camarades ont fini, mais toi, tu n'as pas encore fini. Qu'est-ce que tu fous? Tu traites, personne ne fait attention à lui. Alors que si tu fais attention au plus lent, ça ne va pas ralentir le plus rapide. Pour que le plus lent essaie de rattraper un peu. C'est une bonne solution auquel les enseignants doivent vraiment... On ne tient pas... La discipline, ce n'est pas en tapant. C'est en emmenant l'enfant à être responsable. Oui, mais justement, en parlant d'amener l'enfant à être responsable, les avis des parents sont divergents. Nous allons suivre quelques parents qui ont parlé de châtiment corporel. Aujourd'hui, il y a plus de chicots, tout ça. Moi, je ne refuse pas. Je dis de ne pas seulement tuer, mais il faut taper sur le faux. Parce qu'on dit qui aime bien châtie bien. Donc, on peut taper. Je passe encore dans l'école demander ce qui ne veut pas. Je dis, si l'enfant n'évolue pas, monsieur le maître, vous avez des problèmes avec moi. Parce que moi, je vais faire ce qui est de mon devoir à la maison. Mais le reste, moi, je vous laisse ça. J'ai été tapée à l'école, j'ai été tapée à la maison. Parfois, quand je fais quelque chose à l'école, les parents viennent voir. Nous, on était au temps colonial. C'était les sœurs. Les parents viennent voir nos enseignants. Et là, le coût est double. C'est le coût double. À la maison, à l'école. À la maison, à l'école. Là, mais tu es rigolo. Donc, il ne faut pas taper jusqu'à blesser un enfant. Non. Mais quand même, châtier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de punitions. Moi, je fais la chauve-souris. Je fais aussi le margouillat. Oui, le margouillat, je fais la pompe. Les enfants aujourd'hui, même leur langage est ordurier. Ce n'est pas bon de taper un enfant. L'enfant n'est pas un animal. On va frapper comme un animal. Non, jamais. On peut frapper un enfant. Je peux même frapper un enfant, pas avec le bâton, mais tous les matins, mon enfant a l'habitude de prendre 2 croissants, 2 friands, dans une petite boîte. Après avoir gagné l'argent de petit déjeuner, il a pris encore 2 ou 3 croissants pour aller à l'école. Je vais lui suspendre complètement les yaourts et croissants là d'amener à l'école. Ça, déjà, c'est encore des chicottes. Si c'est un enfant qui réfléchit bien, et les parents qui ont refusé de ne plus donner
yaourt et croissant pour amener à l'école, comme son plaisir encore, là, je vais couper désormais. Il n'aura plus droit à ces choses-là. C'est aussi des chicottes. Patrick, là, les avis sont tranchés. Hein? Oui, les avis sont vraiment tranchés. Et vous avez entendu, certains ont parlé de plusieurs punitions, plusieurs châtiments corporels qui ne sont pas nécessairement des coups donnés. Mais vous avez eu certainement des châtiments corporels qui ne sont pas des coups donnés. Parce qu'on a parlé de position, lézard et autres. Il y avait chauve-souris, magouilla. Et oui, tout ça, ce sont des punitions. Et souvent, je me rappelle, mon père, sa punition favorite, c'est lui, il ne tapait jamais. Il ne va jamais lever la main sur vous, mais bras tendus, et puis on met des briques dans vos bras, vous restez là. Ben, il faut dire tout simplement que ce soit la punition, que ce soit le lendemain même, les interjections. Vous savez, la blessure que vous laissez, la plus douloureuse, la plus incurable, c'est la blessure psychologique. Après le coup, vous allez dire, je l'ai juste caressé, je ne l'ai même pas encore tapé. Mais les circonstances, le moment, le geste, le regard qui a suivi, qu'est-ce que l'enfant a retenu? Combien d'entre nous avions de l'estime pour ces maîtres qui nous ont tapés à tort et à travers à l'école? Ok. Mais maintenant, je voudrais juste attirer l'attention sur un fait. Châtiment, ce n'est pas simplement coup donné, mais d'autres punitions. Oui, faut pas donner, faut pas ouvrir le micro pour dire bon, châtiment c'est différent, on va spécifier, c'est tant qu'on ne prend pas de chicotte, tant qu'on ne fait pas ci. Il faut élargir. Ce qu'on refuse, c'est de créer la frustration au niveau de l'enfant, autant physique que psychologique. Et toutes les frustrations physiques débouchent sur des frustrations psychologiques. Et ça, il faut le retenir. Oui, il faut le retenir. Je crois qu'on va retenir cela. On ne pourra pas parler de l'autre. Oui, on va peut-être revenir sur le sujet parce que là, malheureusement, le temps imparti est totalement terminé. Il y a encore quelques chroniques derrière, notamment des pépites que nous voulons faire découvrir aux téléspectateurs, notamment Rufine Sonon, qui est on va dire, une valeur sûre de l'athlétisme aujourd'hui au Bénin. Ce sera avec Amandine Aniabosso. Derrière, on va parler des influenceurs et de la publicité mensongère parfois, ou des choses peu recommandables qu'on partage avec les abonnés. Aujourd'hui, lorsqu'on est influenceur, pour peu qu'on ait pris son cachet ou qu'on ait pris son argent, on ne veut pas s'assurer de la qualité du produit. On fait de la pub, pour tout et n'importe quoi. On en parle tout à l'heure. Yasmine, merci. Merci beaucoup. On se dit à demain. C'est bien cela. Docteur Bouton, merci. Merci. Et salut à tout le peuple ratangais. Merci également à vous, docteur Ali Rounou. Enfin, on vous souhaite d'être docteur aussi, hein, si vous n'avez pas, si vous ne l'êtes pas encore. Et docteur Patrick Diossou, merci aussi. C'est la journée des docteurs. Allez, bonjour le Bénin. Patrick, vous restez avec moi pour recevoir par ici Amandine Aniabosso. Avec elle, on découvre une pépite. Elle n'a que 15 ans et déjà elle porte les rêves d'un pays entier. Rufine Sonon, issue d'un milieu modeste où rien n'était gagné d'avance, a transformé la difficulté en force. Sur la piste des premiers Jeux africains scolaires, elle a couru pour son avenir, pour l'histoire et pour le Bénin. En 2 minutes 14 secondes et 3 centièmes, elle est devenue la première athlète à offrir au pays une médaille d'or dans cette compétition. Une victoire historique, mais surtout une ronde de lancement pour celle qui réinvente son avenir et qui incarne la plus belle des promesses, celle de l'espoir. Amandine, vous nous dressez aujourd'hui le portrait d'une pépite. Bonjour. Madame Megan, bonjour à vous. Oui, vous l'avez dit, on va s'intéresser ce matin à une athlète hors pair. Elle s'impose, comme vous l'avez dit, comme un prodige de l'athlétisme béninois. Vous avez déjà dit tout ce que je voulais dire. Donc, ce matin, nous allons donc mettre la lumière sur ce talent avec Monsieur Alessandre Gébert. Vous êtes expert en athlétisme et entraîneur national sprint. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Oui, et quand on parle de Rufine Sonon, quelles sont vos premières impressions déjà? Alors Rufine, c'est une athlète très prometteuse. Ça fait quelques années maintenant qu'elle pratique l'athlétisme avec le coach national Hakim Balogun, que je salue au passage, qui fait un formidable travail du côté de Zé, avec Rufine et un petit groupe d'entraînement qu'il a constitué.
Voilà, alors moi j'ai accompagné Rufine lors de ses premiers Jeux africains scolaires du côté de l'Algérie. Rufine, c'est quelqu'un de très timide, je dirais, mais après, derrière son terrain d'expression, c'est vraiment la piste. C'est vraiment là où elle s'exprime, c'est là où elle est à l'aise. Et d'ailleurs, son coach me disait qu'au début, la famille ne voulait pas trop qu'elle fasse du sport, c'était pas pour les femmes. Mais après, derrière, avec de la sensibilisation, les résultats qui arrivent, et maintenant, voilà, on voit le travail elle qui représente commence à aujourd'hui porter ses fruits. valablement le Bénin. Exactement, on l'a dit, hein, c'est historique, c'est une première médaille d'or dans cette catégorie d'âge-là, parce qu'il y a déjà eu des médailles par Noélie Yarigo, la grande sœur. Yarigot, j'ai envie de dire. Voilà, et donc voilà, c'est quelque chose de super, mais c'est quelque chose qui va se construire dans le temps. C'est important parce que c'est une jeune athlète en formation. Il faut respecter aussi, on parlait de sommeil, on parlait d'éducation avec les experts dans les précédents reportages. Coach, avant de continuer, nous allons marquer une pause pour découvrir Rufine Sonon dans cet élément portrait réalisé par notre collègue Hospice Métoli. Ici, Azé est née une étoile pour l'athlétisme béninois. Sans électricité, dans une maison en terre battue, Rufine a grandi entre pauvreté matérielle et une richesse infinie de volonté. Et à Zomé, et le quatrième, et le Sipoi, Brouezon Cambrouille, des cailles en Balenaïa, un baby bidi, tu es d'auto de Cambrouille. Très tôt, les difficultés ont ralenti ses rêves. Faute de moyens, ses parents ont dû la déscolariser. Mise en apprentissage, chaque jour, Rufine devait aider sa mère à fabriquer des clés. Clôture sans béton à base de palme. Mais un homme va refuser de voir ce talent étouffé. Le coach Balogun Hakim prend en charge la scolarité de Rufine. Bonsoir tout le monde. Convaincu que la piste serait son véritable chemin. Ça peut aller? D'accord. J'ai dû prendre les choses autrement, négocier avec les parents et discuter avec eux à tout moment. Et c'était de cette façon que j'ai pu arriver à la dénicher complètement à un moment donné. Sinon, même quand elle finit ses entraînements, parfois quand elle rentre, c'est la chicotte. Les bras, passez au coude. Très bien. Sylvain, super, c'est bon. Autrefois, c'est qu'on devrait l'envoyer par force à l'apprentissage à l'âge de 11 ans, à l'apprentissage pour aller faire la couture. J'ai dit à son père, non, laissez cet enfant, on va voir un peu son avenir en sport. Laissez-moi faire. Et beaucoup de choses ont... j'ai pu mettre beaucoup d'autres systèmes en place pour pouvoir convaincre. Entre corvée quotidienne, insouciance d'adolescente et rêve d'avenir, Rufine n'a jamais cessé de courir, déjà en route vers son avenir. Accélération, accélérez, genoux, montez, vos genoux, c'est bon. Vu les prestations de Rufine ces derniers temps-ci, je vois que c'est une fille qui a de l'avenir en athlétisme. Et je pense bien que le coach a vraiment intérêt à donner tout ce qu'il faut
pour pouvoir faire sortir ce qui est caché en celle-ci pour améliorer les performances et faire hisser les coureurs au plus haut niveau. Je félicite vraiment Rufine que d'écouter les conseils de coach. Ce n'est pas facile à suivre les séances. C'est tellement dur. Parfois, nous-mêmes, ce n'est pas facile pour nous. Parfois, tu as envie d'abandonner, mais parfois tu dis pourquoi les autres qui ont de courir, il n'y a pas de tête, c'est juste seulement une tête. Donc, on doit se donner à tout. Sur les sentiers poussiéreux de Midéji, comme dans cette cour d'école, elle a appris que la sueur précède les médailles. Pour la petite histoire où je devrais commencer par l'orienter progressivement parce qu'elle est très jeune, il n'y a pas, comme on appelle, une spécialisation nette. Et donc, mais en évoluant, j'ai constaté qu'elle s'affiche bien sur les courses de demi-fond. Et fond, mais plus au demi-fond, elle est plus stable. Donc, elle était à 2,21. À partir de 2,21, 2 minutes 21 secondes au 800 de son âge, déjà pour un entraîneur qui comprend le langage, doit savoir qu'il y a de la matière. À partir de là, j'ai dû maximiser légèrement, mais en suivant toujours l'âge chronologique, son âge d'entraînement et l'âge qu'on appelle son âge biologique. Mes ambitions, c'est de gagner le championnat d'Afrique et championnat du monde. Et pourquoi pas être championne olympique pour mon pays, le Bénin. À Zlatibor, lors des Gymnasiades 2025, grâce à l'Office béninois du sport scolaire et universitaire en Serbie, elle court en 2 minutes 19 et finit première de sa série. Quelques semaines plus tard, à Abidjan, elle descend sous les 2 minutes 16 et accroche l'or aux Jeux de la communauté. À Annaba, en Algérie, aux premiers Jeux africains scolaires, Rufine arrache l'or en 2 minutes 14 secondes. Une semaine plus tard, elle est en or au championnat national des moins de 16 ans sous les 2 minutes 12 secondes. En une année seulement, Rufine est passée de l'ombre des palmeraies à la lumière des podiums du 800 mètres. Elle étonne, elle éblouit, elle écrit déjà ses premières pages dorées. Parce que l'athlétisme, À seulement 15 ans, Rufine, cadette d'une fratrie de 6 enfants, ne court plus seulement pour Zé. Elle court pour le Bénin, l'Afrique et le monde. Rufine Sonon est le symbole d'une jeunesse qui refuse des limites. De Zé à Annaba, en passant par Zlatibor, elle court pour écrire l'histoire. Voilà, coach Rufine Sonon a de l'avenir dans l'athlétisme. Elle a des rêves qui se réalisent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut déjà dire qu'elle est précoce au regard de ses dernières performances? Alors, précoce, je ne sais pas si c'est le bon mot. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du travail qui est réalisé depuis maintenant 5 ans. Hein. Comme je le disais, ça se travaille. C'est pas en claquement de doigts qu'on va former des champions. Et la performance va se construire. Donc, précoce, je ne suis pas certain que ça soit le bon terme pour, dans son cas, à elle. Par contre, du travail, le coach l'a dit, elle s'entraîne, elle est passée de 3 séances par semaine à 4, puis 5, puis 6,
puisse être de manière progressive en respectant vraiment la croissance, la maturation de l'athlète pour pouvoir savoir réellement ce que l'athlète est capable, je dirais, d'encaisser tout en évitant au maximum les blessures et l'usure précoce. Quand on a suivi le portrait, on a constaté qu'un grand travail a été fait, que ce soit du côté de l'athlète elle-même ou du côté de ses parents, parce qu'à la fin, on voit des parents tout heureux, tout fiers. Le papa qui dit que sa discipline, souvent, on court pour s'amuser, mais qu'aujourd'hui, ça élève sa fille. Qu'est-ce qu'il faut faire davantage pour l'aider à capitaliser? Voilà, alors vous l'avez dit, il y a Rufine en est le parfait exemple. On se heurte souvent à la problématique de l'ignorance de ce que le sport peut apporter aux enfants, mais également à la famille ou au pays. Le sport est un réel moyen, un réel vecteur d'apprentissage, des choses qu'on n'apprend pas forcément justement sur le banc de l'école, apprendre à mieux se connaître, apprendre aussi à gérer un projet. Ça, je le dis souvent, parce que finalement, le projet d'une performance, c'est mettre des moyens pour atteindre des objectifs ou se rapprocher d'un rêve, comme vous avez pu le dire tout à l'heure. Est-ce qu'il faut la sortie du contexte local pour plus de performances? Oui. Alors ça, c'est un gros débat. On peut entendre beaucoup d'avis divergents, je pense. Je pense qu'actuellement, dans le cas de Rufine, je ne suis pas certain que ça soit la solution de l'esseler de son milieu de vie actuel. Par contre, amener des moyens, structurer des choses dans son environnement qui lui permet d'avoir un certain équilibre à la fois scolaire, à la fois familial, à la fois sportif, avec un coach, un groupe, des amis qui sont présents. Je pense que pour des athlètes en formation, des jeunes athlètes, donc je parle des U18, on va dire, je pense que c'est actuellement la solution pour lui permettre de s'épanouir à travers le sport et les performances. Merci beaucoup à vous, coach Emmanuel Amégan. Je tiens à préciser que Rufine Sono a été découverte grâce au projet du gouvernement, les classes sportives. Absolument. Merci beaucoup pour cette belle histoire, Amandine Agnabosso, Rufine Sono, qu'on va suivre de très près pour voir l'évolution de sa carrière. En tout cas, on lui souhaite des performances sur les pistes du Bénin. Elle ne court plus désormais sur des sentiers, elle court sur des pistes pour porter haut les couleurs du Bénin. Tout à l'heure, vous nous avez confié en offre quand elle triomphait du côté d'Annaba en Algérie. Lorsque l'hymne national retentissait dans les haut-parleurs, ça donnait la chair de poule. Merci. Merci également à vous, Pat. Oui. Allez, on se dit à demain, non? Oui, à demain. Amandine, vous restez avec moi pour finir. À l'ère des réseaux sociaux, les influenceurs jouent un rôle central. Vous le savez, on parle d'influenceurs et publicité. Pourquoi? Éducation des médias. À l'ère des médias sociaux, les influenceurs jouent un rôle central dans les campagnes publicitaires. Leur proximité avec leur audience donne du poids à leurs recommandations. Mais c'est justement cette proximité qui pose problème. La frontière entre opinion personnelle et contenu commercial peut être mince, voire même trompeuse. Quelle responsabilité pour ces nouveaux faiseurs d'opinion? Ont-ils une charte éthique ou sont-ils dans la logique du pourvu que cela génère de l'argent? On en parle avec notre chroniqueuse. Marvin, bonjour. Bonjour, monsieur Eman. Comment allez-vous? Très bien, merci à vous. Ça va, un plaisir, comme toujours, de vous retrouver sur le plateau. On va aller vite, très vite aujourd'hui, comme sur des chapeaux de roue. Dites-nous, allez, on parle d'influenceurs et de publicité aujourd'hui. Oui. Et j'ai invité un influenceur, un créateur de contenu appelé Honoré Pescador, à qui je vais juste poser des questions et qui va essayer de nous en dire plus sur le domaine. Alors, bonjour Monsieur Honoré, vous allez bien? Bonjour Marvin, je vais bien chez toi. Ça va également. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi un influenceur et comment on devient un influenceur? Alors, merci pour ta question. Alors, un influenceur, c'est quelqu'un qui a une certaine visibilité sur les réseaux sociaux et qui arrive à influencer l'opinion publique par son mode de vie et tout, tu vois. Ok, par son mode de vie. Et comment on le devient? Alors, pour devenir un influenceur, il faut beaucoup de travail, il faut choisir une certaine qualité de contenu
que tu arrives à travailler sur les réseaux, tu vois. Ok, d'accord, je vois. Et donc, ça a plusieurs avantages. Oui, forcément. Lesquels? Bon, avec la visibilité, tu peux collaborer avec les entreprises et puis ça t'offre beaucoup. Vous êtes appelé à être sur des événements, vous recevez des invitations, des opportunités. En parlant d'opportunités, vous êtes souvent contacté par des entreprises ou des entrepreneurs qui veulent que vous fassiez la publicité pour leurs produits. Oui. Pour que vous fassiez la publicité pour leurs produits. Alors, moi, j'aimerais savoir, en étant contacté par des entrepreneurs, qui vous demandent de faire la publicité, est-ce que vous utilisez tous les produits dont vous faites la publicité? Ou c'est juste quand il s'agit de faire la publicité que vous mettez dans un mode de consommateur du produit ou bon, voilà. Honnêtement, non. Ça dépend aussi des produits. Ça dépend des produits. Ça dépend des produits. Mais par exemple, je suppose, vous faites la communication pour des plateformes de paris sportifs, par exemple. Vous êtes suivi par des milliers de jeunes. Vous avez près de 254 000 abonnés sur les réseaux. Vous faites la publication ou la publicité de paris sportifs, plateforme de paris sportifs. Est-ce que vous dites aux participants ou bien à votre communauté que c'est délimité de tel âge à tel âge? Est-ce qu'il n'y a pas en fait de danger parce que vous influencez le mode de vie des personnes? Les jeunes, actuellement, plusieurs jeunes vont quand même s'inscrire sur ces plateformes de paris sportifs et adhèrent à cette cause. D'autres personnes prennent même leurs frais de scolarité pour miser en espérant gagner plus parce que vous leur dites que avec cette plateforme-là, tu peux gagner 3 fois plus quand tu investis. Vous ne pensez pas que votre influence dans ce sens-là a un côté dangereux pour votre cible et notamment pour la jeunesse? Maintenant, en vrai, c'est que avant, quand on finit de faire les publicités, il y a NLB en bas qui dit qu'il faut d'abord avoir 18 ans avant de faire les paris sportifs et surtout de miser ce que tu peux perdre. Genre de ne pas miser de façon exagérée, tu vois. Tu mises ce que tu peux perdre, tu vois. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un NB, mais quand même vous influencez. Est-ce que vous êtes sûr à 100% que les jeunes ont le temps de lire le NB? Parce que si c'est que les jeunes ont le temps de lire les NB, on ne va pas constater des jeunes qui prennent leurs frais de scolarité pour aller miser. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, jeunes qui prennent... Il y a plusieurs cas qui, évidemment, ont une résonance dans l'opinion où on voit des dérives de la jeunesse, pas forcément que sur les questions de paris sportifs, mais sur plein d'autres choses. Est-ce que vous avez une charte éthique, comme on le dit, qui vous guide quand il s'agit de publicité ou, comme je l'ai rappelé, pourvu que l'argent y soit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des majeurs? Non, pas forcément. Comme je le disais, quand nous on finit de faire nos publicités, il y a toujours quelque part où on dit il y a des limites. Donc si quelqu'un, dans son état d'esprit, n'arrive pas à faire la part des choses, ça fait assez désespéré. Non, j'ai envie de comprendre. On vous propose de faire la publicité pour un produit que, par exemple, vous n'aimez pas. Mais parce qu'il y a de l'argent dedans, vous faites cette publicité. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de fonctionner comme ça? Bon, si un produit que moi je n'aime pas, si moi je n'aime pas le produit, ça ne veut pas dire que mes abonnés n'aiment pas le produit. Non, mais comment vous saurez que vos abonnés aiment le produit? Alors normalement, pour proposer quelque chose, selon moi, pour proposer quelque chose à sa communauté, il faut être soi-même convaincu. Exactement, parce que vous influencez la communauté. Non, en fait, je ne parle pas de la qualité. Je parle du choix du produit. Oui. Alors, on voit des gens faire des publicités pour des produits décapants. Vous, personnellement, est-ce que vous n'êtes pas décapé? Mais si vous mettez à faire de la publicité pour des produits décapants, est-ce que ça ne pose pas un problème entre vous et votre communauté, par exemple? Moi, je ne le fais pas. Moi, je ne le fais pas. Donc, ça veut dire que vous avez déjà des limites? Oui, en fait, et en plus, j'ai des limites. Et puis, j'ai des produits pour lesquels je fais la publicité. Ok, donc vous ne faites pas la publicité pour tout? Non, ça ok, non. Mais je suppose, selon moi, en fait, tant que vous êtes influenceur, parce qu'on quitte le niveau créateur de contenu pour influenceur, parce qu'on a une communauté en fait qui nous suit, et qui, parce que c'est nous, adopte des comportements donnés, parce que c'est Honoré Pescador qui a partagé telle tenue, je vais acheter la tenue. Je pense que dans un angle donné, vous êtes responsable en fait des conséquences que vos abonnés auront quand ils vont prendre en fait un produit qui a été partagé ou bien dont vous avez fait la publicité. Ouais, honnêtement c'est vrai. Mais en fait, ça revient à l'influenceur, tu vois. Comme je te le disais, moi personnellement, il y a des produits
il y a des sujets sur lesquels je ne parle pas, tu vois. Ok. Donc, ma communauté reste fidèle parce qu'ils savent que quand je parle de quelque chose, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. D'accord. Donc, en fait, c'est bâti une communauté sur ça, quoi. Ok, sur la crédibilité. Ok, voilà. Moi, personnellement, en fait, tu vois. Voilà. Et vos amis influenceurs, qui font des panoplies de publicité sur des plateformes qui ont fermé, comme Cameo Shell. On a vu des influenceurs qui nous ont dit, misez dans Cameo Shell. Le Cameo Shell est parti avec des milliards. Moi, j'ai bâti ma communauté sur la crédibilité. Oui, parce qu'en fait, tu vois, ceux dont tu parles, j'ai reçu l'invitation. En fait, on m'a demandé de bosser sur ça. Mais parce que c'est moi, parce que j'ai bâti une communauté sur la TNT et tout, je ne l'ai pas fait. Ça veut dire que ça revient à l'influenceur. Okay. Alors moi, la question que je me pose à Amandine, et je pense que ça va peut-être faire objet de réflexion ultérieure, comment est-ce qu'on régule la publicité sur les réseaux sociaux? Parce qu'on sait que dans les médias classiques, il y a des normes, il y a des codes, il y a des règles qu'il faut respecter. Mais sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Ça va absolument dans tous les sens. Vous pouvez faire la publicité de tout et n'importe quoi. Quel produit prendre pour grossir le troisième pied, comment faire ci ou ça, comment devenir ci ou ça. Bref, il y a absolument tout et n'importe quoi. Et malheureusement, les gens n'arrivent plus à faire le distinguo. Et forcément, ça va dans tous les sens. Ça crée des dommages. Malheureusement, qu'on a oublié de devoir nous arrêter sur un sujet qui est vraiment intéressant. Marvin, je propose que vous puissiez ramener le sujet pour que nous puissions en faire une réflexion assez élargie avec d'autres personnes que nous allons convier justement à ce panel. On promet ça aux téléspectateurs? Oui, très prochainement. Amandine, merci. Honoré, franchement, merci d'être venu. On espère que vous allez continuer par maintenir votre charte éthique et pas faire la publicité de tout et n'importe quoi. Super. Parce que allez, la santé des abonnés aussi, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Et le followers ou l'abonné, le fan, n'a pas forcément la répartie ductile du moment où il y a déjà cette relation presque d'idéalisation de l'influenceur que vous êtes. Donc, merci beaucoup d'être passé sur Bonjour le Bénin. On se dit à très bientôt. Merci. Marcel Akhossi pour la revue de presse, ce sera pour boucler la boucle. La revue de presse de Marcel Akhossi, Marcel présidentielle 2026. Le pays bruisse, la bataille s'affine. Bien sûr, le patriote allume aujourd'hui la mèche. La présidentielle de 2026 avance comme une tempête à l'horizon et déjà la mouvance bouge, avance ses pions, enfile son armure. Romuald Wadagne et Mariam Tchabi Talata désignés sont déjà prêts à porter l'étendard du pouvoir. Le 4 octobre prochain, Parakou s'habillera aux couleurs donc de l'investiture, mais en face, l'opposition hésite, se regarde dans le miroir sans trouver son reflet selon le journal. Le journal qui sonne l'alarme, les démocrates n'ont pas encore tranché qui formera le duo pour affronter la machine présidentielle, mystère et tergiversation. Le code électoral, lui, fixe la ligne rouge fin octobre. Plus de place au flou et déjà les électeurs murmurent. Que fait l'opposition? Qu'attend-elle pour sortir de l'ombre? Écrit le patriote. Pendant ce temps, la mouvance laboure le terrain, signe des pactes de non-agression, tisse ses alliances jusque dans les hameaux les plus reculés du pays. L'opposition, elle, se cherche encore une boussole. Le patriote avertit, à force d'attendre, elle risque de se faire distancer par la locomotive du pouvoir pendant que l'un s'interroge, l'autre célèbre le matinal met en lumière les préparatifs fiévreux de l'investiture du duo Wadagne Talata. Tout un appareil organisationnel s'active, hiérarchisé comme une armée en ordre de bataille. Comité de supervision, comité exécutif, sous-comité, rien n'est laissé au hasard. Parakou a été choisi et ce choix n'est pas anodin. Il s'agit d'élargir la fête au-delà de Cotonou, de faire vibrer le septentrion, d'ancrer la candidature dans la terre même du Bénin profond. Nous mettons les petits plats dans les grands, jure l'organisation. On promet une fête grandiose, un moment de liesse populaire, une démonstration de force qui, à défaut de convaincre déjà les lecteurs, saura impressionner ses sens. D'un côté, donc, la mouvance qui déroule son tapis rouge, qui bat le tambour et plante ses oriflammes. De l'autre, une opposition en panne de souffle qui peine à transformer ses appels en incarnation, ses promesses en visage. Et la presse
témoin vigilant nous renvoie ce tableau contrasté, une marche triomphale d'un côté, une valse hésitation de l'autre, mais l'histoire, elle, se joue sur le terrain et le peuple silencieux, pour l'instant, sera l'arbitre ultime. Et puis, nouveau siège de l'Assemblée nationale, Patrice Talon, président de la République, était en inspection hier. Le journal Bénin Intelligent nous emmène à Porto Novo, là où la République s'habille de verre et de béton. Mardi, hier donc, Patrice Talon s'est mué en inspecteur des travaux, 2 heures de marche, d'escalier, en rampe, de couloir, en garde-corps. Rien n'a échappé à son regard scrutateur. Au dernier étage, un bureau type dévoile ce que seront demain les espaces de travail des députés, sinon parlementaires, si vous voulez. Et là, une vue Porto Novo offerte en panorama par d'immenses baies vitrées. Le chef de l'État s'arrête, contemple, puis ordonne que les abords soient assainés, que la majesté de l'ouvrage se prolonge jusque dans son environnement, car ce n'est pas un bâtiment ordinaire conçu par Kéré Architecture, il s'inspire de l'arbre à palabre, symbole des traditions démocratiques ouest-africaines. Il veut unir passé et avenir, racines et modernité. 35 000 mètres carrés précisément, un air +4 imposant, une salle polyvalente des satellites et même un jardin du peuple de 3 hectares. Bénin Intelligent le martèle, l'hémicycle sera livré en 2026, mais déjà, Louis Lavonu espère que les députés actuels y poseront leur dossier avant la fin de leur mandat. Merci, Mars, pour ce tour d'horizon de l'actualité. C'est moi. On se retrouve demain, avec le même plaisir. tout comme Marvin. Tout comme Amandine, oui. Sans Honoré Pescador. Lui va nous revenir très bientôt. Voilà qui vient mettre un terme à la matinale. Bonjour le Bénin de ce mercredi 24 septembre 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de l'intrépide Amazon de la régie Christelle Savoie au trône demain. Quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici à là, portez-vous très bien au revoir. Bon mercredi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Allez, salut.